Bienvenue Bistro Liberté, le débat libre et non conformiste. Au sommaire de cet épisode, pourquoi le conflit est-il au cœur de la politique et de la com? Et en seconde partie, le 49.3 pour les retraites, un déni de démocratie? Pour en parler, l'invité spécial d'Éric Morillo est un énarque politiquement très incorrect. C'est un chrétien copte né en Égypte, d'un père diplomate et d'une mère chimiste. Adhérent du Front National en 2016, il coordonne le programme présidentiel de Marine Le Pen. Il considère que l'islam est incompatible avec la République et ne transige pas sur les racines chrétiennes de la France. Il reste un adversaire de la monnaie unique. Ces divergences et le refus de lui confier la tête de liste à Paris au municipal le poussent à quitter le parti. Avec son institut Apollon, chargé de recruter des cadres politiques, il soutient Éric Zemmour en 2022. Le plus atypique des hommes politiques capte l'attention des médias mainstream qui en font une véritable star du politiquement incorrect. Ses phrases sont célèbres, comme « Je suis un Français de souche par naturalisation » ou « Je suis arabe à l'extérieur et français à l'intérieur ». En justice, on essaye de le faire taire. Il faut dire qu'il n'a pas sa langue dans la poche. Ça tombe bien, c'est ce qu'on aime à Bistro Liberté. Je vous demande d'accueillir Jean Messia. Bonjour Jean. Jean, asseyez-vous. Quel accueil, hein, ouais. Comme d'habitude, de plus en plus populaire. Hein. Ça vous touche ou pas? Ah bah c'est très touchant, évidemment. On fait de la politique pour être populaire, c'est bien connu. Oh, bah disons que c'est mieux quand on fait de la politique d'être populaire. Je ne considère pas que le courage en politique, c'est d'être impopulaire, hein, comme certains. Donc je suis évidemment honoré par la popularité, parce que mon humble personne dans cette histoire compte assez peu. Ce qui compte, c'est le combat que je porte pour tout un pays et tout un peuple. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Sinon, ça n'a pas d'intérêt. Bon, bah, en tout cas, Jean Messia, on est ravis de vous accueillir donc, dans Bistro Liberté. Alors, vous connaissez la formule de cette émission. On est entouré de sociétaires qu'on est ravis d'accueillir, comme à chaque fois. Alors, je les représente. Donc, c'est un petit peu le petit nouveau. C'est la deuxième fois déjà qu'il est parmi nous, après être venu dans la dernière émission où il s'est fait remarquer. Bertrand Schoeller, on peut l'applaudir. À vos côtés, Bertrand Schoeller, j'ai pris l'ordre de disposition des gens autour de cette table. Myriam Palomba, qu'on applaudit très fort. Merci Myriam d'être là et nous êtes toujours aussi fidèle. À nos côtés également, c'est Mike Borowski de la chaîne YouTube Gérard Info, qui est lui aussi de plus en plus populaire. Et puis alors, écoutez, moi je tiens quand même à applaudir le petit dernier, parce que c'est quand même celui parmi nous qui gagne le plus d'argent, puisqu'il gagne 117 000 € par mois. En tout cas, c'est ce que j'ai lu, c'est notre mascotte. C'est pas lui notre mascotte. Alors notre mascotte, une petite mise au point, c'est Tristan... J'ai une gueule à gagner 10 briques par mois, sérieusement. Bah, c'est pour ça, quand même. Il cache bien. Donc, non, mais 117 000 €, je me suis dit, là, il cache bien son jeu, quand même. Et c'est Tristan Mendes France, notre mascotte, hein, qui parle... Enfin, à chaque fois qu'on parle de lui ou qu'il parle de nous, on gagne des tas et des tas de followers, de gens qui nous suivent. Donc, vraiment, on espère qu'il va encore parler de nous. Et alors, Tristan Mendes France, il a fait un tweet, donc tu vas nous dire ce qu'il en est, donc en nous disant, évidemment, qu'il était absolument... sidéré, il avait un peu le seum, hein, comme disent les jeunes, hein, qui gagne 117 000 €. Mais alors, moi, j'ai fait un petit tweet aussi en précisant que, justement, tant qu'à fact-checker, il devrait peut-être s'intéresser, parce qu'il y a un site qui s'appelle, je ne sais pas si vous connaissez, Conspiracy Watch. Là aussi, j'ai envie de leur faire de la pub, parce que comme ils sont regardés par personne, et eux, alors ils sont regardés par personne... Mais ils sont millionnaires. Mais eux, ils ont des subventions de la DILCRA. Alors, ce qui serait peut-être intéressant, c'est de savoir... combien de montants, chiche, les fact-checkers pourraient s'y intéresser. La DILCRA subventionne chaque année ce site Conspiracy Watch. Ce serait intéressant parce qu'en plus, c'est un peu de l'argent public, donc ça veut dire que c'est un peu du nôtre. Il faudrait que... Voilà, donc, alors, cet argent,
Mise au point. Cet argent, c'est une cagnotte que j'ai lancée. Info ou intox? Ah non, non, mais c'est une intox complète. J'ai lancé il y a un mois, il n'y a pas un mois, il y a 5 jours, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube parce que suite à la démonétisation de vidéos, il me manquait 4 000 € pour relancer une fournée d'interviews sur ma chaîne. Et puis les gens se sont emballés, et puis c'est monté à 117 000. Mais ce n'est absolument pas... c'est une cagnotte, ce n'est absolument pas une somme mensuelle d'argent qui m'est versée. Ce n'est pas quand même. C'est pas mon salaire, c'est très bien. Mais déjà... Non, mais ça se saurait s'il était rigoureux. Déjà, il serait fact-checker. Voilà, il serait fact-checker. Déjà, monsieur Tristan Mendès France devrait faire la différence entre le chiffre d'affaires d'une société et ce que gagne un individu en tant que tel. Ça n'enlève absolument rien au salaire mensuel que je me verse et que je me paye à moi-même et qui ne sera pas de 117 000 €, très loin de là. Sauf si vous payez un mois, quoi. Voilà, exactement. Mais c'est pas ça l'idée. Et le pire, c'est qu'il met une capture d'écran où il est marqué en plus 117 000 € collectés ce mois-ci. C'est visible. Il a ensuite, dans un deuxième temps, lancé... Non, et puis attends, il n'y aurait rien d'illégal. Je veux dire, tu as des fans, à la différence d'eux, tu as des gens qui te soutiennent, donc envie de t'envoyer de l'argent, c'est de l'argent privé, tu le voles pas, et c'est pas de l'argent public. Voilà, c'est ça la petite différence avec la subvention de la DICRA. La mise au point, elle est faite. Alors, mon cher Jean Messia, avant de nous pencher sur les deux sujets qui vont nourrir cette soirée très riche, les débats de cette soirée, je vous propose de vous poser tout d'abord quelques questions, c'est la tradition de cette émission, sur vous, ainsi que bien sûr sur des thèmes d'actualité. Alors d'abord, on va parler, donc je le dis, de vous. Tout d'abord, quelles sont vos activités politiques aujourd'hui, non pas médiatiques? Politique, moi j'ai abandonné la politique opérationnelle, on va dire. Je ne suis plus dans aucun parti politique et je mène un combat pour les idées politiques, pour mes idées politiques, pour mes convictions au sein des médias. En fait, je n'ai jamais été un homme de la communication ou des médias, puisque moi, pendant une trentaine d'années, j'ai successivement été enseignant-chercheur, puis haut fonctionnaire dans divers ministères. Oui, puisqu'on rappelle, vous avez un CV très chargé. Voilà. Non mais au risque d'en décevoir quelques-uns, rappelez-nous un peu votre formation, ENARC. En fait, à l'origine, je suis donc un universitaire, je suis docteur en sciences économiques, j'ai travaillé sur les problématiques de coordination des politiques budgétaires au sein de la zone euro pendant une dizaine d'années. Et ensuite, effectivement, après avoir fait Sciences Po Paris, donc je suis sorti de l'ENA en 2005, et donc j'ai eu une carrière dans la haute fonction publique. Et ce n'est qu'à partir de 2016, en fait, que je suis progressivement arrivé dans le monde de la politique opérationnelle, ce qui ne veut pas dire que je n'avais pas de conviction politique avant, puisque moi, dès la fin des années 90, en fait, j'étais engagé dans le combat à l'époque porté par la Fondation Marc Bloch contre l'entrée en vigueur de l'euro. C'est d'ailleurs un des thèmes de ma thèse. Mais bon, j'avais encore une fois pas d'engagement politique précis. Et donc ce n'est qu'en 2016 que j'ai eu mon premier engagement politique au Rassemblement national. Et c'est à partir de là, en fait, que ma carrière médiatique a démarré. Et puis ce qui s'est passé, c'est qu'après la séquence électorale de 2017, en fait, moi, j'ai été candidat aux législatives. J'ai perdu avec 44%, donc j'ai regagné mon ministère. Et je me suis rendu compte, en fait, que les médias, malgré le fait que je n'avais plus aucun titre dans aucun parti, dans aucune campagne, les médias continuaient à m'inviter. Est-ce qualité? Est-ce Jean Messia? C'est vrai que vous êtes un bon client. Voilà, et donc je me suis dit, bon, c'est bizarre, parce que en fait, ma carrière politique et médiatique aurait pu s'arrêter à la fin de la première présidentielle à laquelle j'ai participé. Et il se trouve qu'à partir de l'automne 2017, les médias ont continué à multiplier les invitations, sur tous les médias, France Info TV, LCI, BFM, CNews, voilà. Et donc c'est là où j'ai commencé aussi à prendre goût à l'univers médiatique, bien que je n'ai jamais eu aucune formation médiatique d'aucune sorte. Je me suis un peu formé sur le terrain. Et en fait, voilà, je me suis rendu compte, après la deuxième présidentielle de l'année dernière, que le monde médiatique me manquait et que j'étais peut-être fait pour ça. Et donc, aujourd'hui, voilà, je suis un peu installé dans le paysage et sur les plateaux. Et voilà, je mène le combat et je ferraille sur les plateaux contre la pensée dominante que je malmène souvent et qui me le rend bien. Jean Messia, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il vaut mieux faire? De la politique ou commenter la politique, tenter de l'influencer par les idées? Vous faites finalement le chemin inverse d'Éric Zemmour? Un peu,
un peu, parce qu'en fait, alors je vais vous dire, c'est quelque chose qui ne me fait pas plaisir à dire et qui même m'inquiète, mais paradoxalement, j'en suis quand même convaincu. C'est que j'ai acquis au bout de 2 élections présidentielles, j'ai participé à 2 campagnes présidentielles au plus proche de 2 candidats importants de la présidentielle, Marine Le Pen en premier lieu et Éric Zemmour en second lieu. J'ai acquis l'intime conviction que les choses ne pourront jamais changer par les urnes. Voilà, c'est pas le suffrage qui changera les choses. Je pense que le système que nous combattons est à la fois tentaculaire, très bien implanté, très résistant et très résilient, qu'il saura faire trébucher d'une manière ou d'une autre quiconque se rapprochera suffisamment pour oser en contester la domination. Et donc la situation va continuer à pourrir. Alors je pense qu'on va maintenir une forme d'opposition qui sera d'autant plus accueillie, d'autant plus adoubée qu'elle ne représentera pas un danger de faire basculer complètement le système. Et donc en fait, la situation va continuer à pourrir. Le principal opposant, la principale opposante au système seront maintenus dans une forme de légitimité artificielle pour absorber suffisamment la colère, mais qu'on n'adoubera pas suffisamment pour prétendre menacer le système. C'est mon analyse, j'espère me tromper, j'espère sincèrement me tromper, mais à ce stade, j'ai acquis cette conviction-là, et donc partant de cette conviction, je me suis dit que peut-être qu'il valait mieux travailler les esprits que travailler les votes, même si les deux sont connectés. Hein. La politique électoraliste, c'est fini pour vous, vous êtes sûr? Oui, c'est fini. C'est fini. Bon, merci Jean Messia. C'est fini, mais bon, il y a d'autres personnes de talent qui peuvent faire le job. Et puis bon, en fait, moi, je suis pas... Voilà, on peut pas non plus dire, Fontaine, je ne boirai jamais de ton eau. Donc à l'instant où je vous parle, c'est mon opinion. L'Institut Apollon que vous avez fondé, il a quoi comme objectif principal? C'est un think tank, c'est ça? Voilà. Alors, en fait, l'Institut Apollon, pour mémoire, il a été fondé au lendemain de mon départ du Rassemblement national. C'est beau comme nom, Apollon. Voilà, c'est le dieu grec qui, je pense, symbolise le mieux la France, c'est-à-dire le dieu de la lumière, des arts, de la musique, de la beauté. Et c'est exactement ça que je pense de la France. Donc c'est pour ça que j'ai choisi d'incarner... sensible à la beauté. Voilà, c'est ça. Parce que tout le monde dit, mais en fait, t'as pris ce dieu grec parce que tu t'y incarnes. Non, je n'ai pas cette boursouflure égotique. Vous êtes toujours très élégant. C'est gentil. Je tiens à préciser. Vous êtes un des invités, parce que je vous ai côtoyé sur des plateaux aussi d'autres médias. Vous êtes toujours tiré à 4 épingles. Vraiment. Bah, écoutez, je pense, hein, mais que les idées doivent s'incarner, des belles idées doivent s'incarner dans un beau vêtement. Voilà. Et vous savez, c'est marrant parce que quand on voit, par exemple, les gens de la France insoumise qui sont habillés... bon, je ne veux pas avoir de... J'allais la faire. Non, mais surtout maintenant qu'il gagne 117 000 euros, de savoir qui allait partir en premier. Bon, voilà, maintenant qu'il gagne 117 000 euros, il va peut-être s'acheter un 117 000 euros. Non, mais c'est drôle parce que quand on parle des députés de la France insoumise, le premier mot qui vient, c'est... Moi, je suis pas député, moi. Exactement, mais quand on est député, il faut quand même représenter. Je veux dire, il faut incarner ce qu'on défend, il faut incarner ses idées. Et très souvent, les gens disent ils ont le look de leurs idées. Bon, bah, si on a le look de ses idées, je vous laisse conclure. Ça vous choque, les gens qui viennent à l'Assemblée nationale, habillés, on va dire, de manière un peu légère, pour ne pas dire plus? Oh bah, c'est-à-dire que c'est la manière... de respect à l'égard de... Il faut pas, si vous voulez, comment dirais-je, surestimer l'importance du vêtement. Mais tout de même, lorsqu'on ne représente pas seulement soi-même, mais qu'on représente des électeurs et partant un bout de la nation, parce que c'est de ça qu'il s'agit, eh bien, on essaye de faire honneur à la fois en étant fidèle, bien sûr, à ses idées, mais aussi en étant présentable dans son vêtement. Et en fait, ce qui me choque le plus, c'est les arguments dont ils se servent pour s'habiller comme ça. C'est-à-dire que quand on les entend s'expliquer, ils disent « mais on s'habille comme ça pour faire peuple ». Mais que diantre, quelle image et quelle idée ont ces gens-là du peuple pour s'habiller comme des clodos?
Il y a des gens qui sont en costard cravate, c'est des véritables pourritures. Ah, mais je dis pas que l'habit fait toujours le moine. Mais s'ils ne sont pas habillés comme des moines, on aurait du mal à les prendre pour le clergé, si vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est des gens qui sont habillés pour faire peuple, mais c'est avoir une idée particulièrement dégradée et dégradante et méprisante et humiliante du peuple pour s'habiller ainsi. Je rappelle quand même que même dans les couches populaires les plus désargentées, naguère, les gens allaient à la messe très bien habillés, avec leurs plus beaux habits. C'est d'ailleurs à ça qu'on doit le mot endimanché. C'est des gens qui ne faisaient pas d'efforts pendant le reste de la semaine parce qu'ils étaient au boulot et que dans des conditions de travail qui étaient pénibles, mais le dimanche, parce qu'ils allaient dans un endroit où ils portaient une conviction religieuse, en l'occurrence. Il y avait un caractère sacré. Il y avait un caractère sacré, effectivement, mais si on parle de sacré et si on dit que le sacré a basculé du côté laïque et du côté républicain, au moins garder ce qui incarne le sacré vestimentairement parlant. C'est comme ça que je le vois. En tout cas, c'est pas parce qu'ils sont, encore une fois, habillés de la sorte, habillés en guenilles, que ça va comment dirais-je, qu'ils incarnent leurs idées. Enfin, si, peut-être. Alors, en tout cas, Jean Messia, vous l'avez dit, vous avez quitté le monde, on va dire, politique au premier degré, mais quand même, quel bilan vous faites de votre parcours politique depuis votre départ du Rassemblement national ? Alors justement, donc je termine sur l'Institut Apollon, parce que c'est à travers l'Institut Apollon que mon combat politique s'est poursuivi d'une certaine façon. J'ai acquis la conviction, après un certain nombre d'échecs au Rassemblement national, encore une fois, que le combat ne se gagnerait pas avec, ou en tout cas seulement avec le Rassemblement national. Et j'ai fondé l'Institut Apollon. Vous nous rappelez les raisons de votre départ du Rassemblement national ? En fait, voilà, j'ai estimé, si vous voulez, que de refus en refus, c'est-à-dire que quand on m'a nommé au Rassemblement national délégué national aux études et argumentaires, c'était pour que je sois le technocrate, si vous voulez, en coulisses, qui produisent des notes, qui produisent des éléments de langage pour les différents cadres qui, eux, iraient les exprimer, les porter dans les médias. Sauf qu'aucun parti politique ne fait l'agenda médiatique. Et qu'en l'occurrence, après une première visibilité dans les médias ont décidé, d'une certaine façon, de me mettre au front office, alors que le parti, lui, me fléchait davantage sur le back office. En mode défenseur, quoi. Et là, vous êtes attaquant. Voilà. Et le problème, c'est qu'à un moment, je pense que les cadres du Rassemblement national, certains d'entre eux du moins, se sont trouvés un peu en porte-à-faux. C'est-à-dire que s'ils me donnaient des choses, notamment des investitures, etc., ça allait accroître encore plus ma présence dans les médias, ce qu'ils ne souhaitaient pas. Mais en même temps, ils ne pouvaient pas me virer de manière sèche parce que j'ai toujours été d'une fidélité et d'une loyauté absolue et ils n'avaient rien à me reprocher. Donc la stratégie, je pense, a été de me dire non à tout pour que ça soit de moi-même celui qui dise finalement je m'en vais. Et Marine Le Pen n'a pas essayé de vous retenir ? Elle a essayé de me retenir le dernier jour en me proposant une investiture comme conseiller départemental du Haut-Rhin. Ah, oui, c'est vrai que c'est... Donc, le Haut-Rhin, il se trouve que c'est un département qui est cher à mon cœur, mais j'avais pour moi-même, et pardonnez-moi cet instant d'immodestie, j'avais pour moi-même d'autres ambitions. Voilà. Et vous lui parlez encore ? Vous êtes encore en contact ou plus du tout ? Non, plus du tout. Non. Jordan Bardella, vous en pensez quoi ? Je pense qu'il est très bon pour son âge. Ah. Ça, c'est un petit tacle sous couvert d'un compliment, non ? Non, je pense que peu de personnes pourraient être aussi bons à l'âge qu'il est. Et je pense qu'il a compris... Vous pensez que c'est l'avenir de la droite nationale ? En tout cas, il en fait partie, très clairement. En tout cas, c'est l'avenir du RN. Très clairement. Voilà, alors je ne sais pas quel est le degré d'autonomie qu'a Jordan Bardella par rapport à Marine Le Pen, mais effectivement, je pense c'est un travailleur déjà, et je pense que c'est le meilleur du Rassemblement national en débat face à des adversaires gaucho-progressistes. Oui, mais il se trompe quand même sur beaucoup de sujets. Je trouve pas. Ah oui ? Je trouve pas, non. Bon, en tout cas, le résultat des législatives du RN, ça vous a surpris ? On en reparlera. Parce que je crois que ça en a surpris plus d'un.
Mais en même temps, ça me surprend et ça m'inquiète en même temps. C'est-à-dire que, bien sûr, qu'on peut se réjouir que le Rassemblement national, qui, qu'on le veuille ou non, est quand même le parti qui est le plus proche de nos idées, même si on peut être en désaccord sur un certain nombre de choses. Mais ça m'inquiète de voir à quel point, finalement, le système antinational que nous combattons a adoubé, d'une certaine façon, le Rassemblement national. Et je pense que ça fait aussi partie de la stratégie que je vous décrivais en exergue à mon propos. C'est-à-dire que le système sent bien que le pays est devenu une cocotte minute et que le presto est sur le point d'exploser, si vous voulez. Et donc on va lâcher un peu de l'Est, parce que 88 députés, ou 89 au moment de la législative, c'est quand même pas mal. Enfin, ça fait plusieurs dizaines de personnes. Ça donne des moyens de groupes, etc. Et ça donne un souffle financier au Rassemblement national. Mais ce n'est pas suffisant pour peser, si vous voulez, sur l'avenir du pays. Donc je crains que le Rassemblement national soit un peu instrumentalisé et soit un peu le hochet, si vous voulez, du système, avec lequel le système va dire, bon, à chaque fois, on va ouvrir un peu l'écluse, on va fermer un peu l'écluse pour maintenir finalement la colère et pour continuer lui-même, ce système, à dérouler son plan de défrancisation de la France et in fine de destruction de la France, avec, comme une espèce d'assurance-vie, un RN qui soit maintenu suffisamment fort pour susciter l'espoir d'une solution élective, mais suffisamment faible pour pas que la solution élective n'arrive jamais. Voyez ? Donc je pense qu'on en est là. Alors là, on parlait du Rassemblement national. Ouais, on va essayer d'avancer par rapport à votre parcours, puisque vous avez rejoint à un moment donné, vous l'avez dit, Éric Zemmour, avant de quitter son parti Reconquête dans la foulée des élections. Alors pourquoi ce nouveau départ ? Alors en fait, bon, l'Institut Apollon, je vais vous répondre, hein, mais c'est dans la suite de votre question. Donc j'ai fondé l'Institut Apollon justement pour avoir un cercle de réflexion qui puisse préparer un programme qui soit plus complet et complètement différent de celui de Marine Le Pen en 2017, puisque de toute façon, elle-même a changé de pied par rapport au Frexit, etc. Et à ce moment-là, je ne savais pas qui incarnerait le camp national. Je ne savais pas que ça serait Marine Le Pen et Zemmour. Il n'était pas encore ni candidat, ni même dans les prémices d'une candidature. Donc, quand je suis sorti quand j'ai fondé l'Institut Apollon, j'ai fait effectivement un appel à candidature, parce que j'ai remarqué qu'au Rassemblement national, il y avait quand même un problème de ressources humaines. C'est-à-dire que quand, au deuxième tour de la présidentielle, on a pris les organigrammes de toutes les nominations auxquelles devait procéder un président de la République nouvellement élu au lendemain de l'élection, on arrivait entre 1500 et 2000 personnes, et en identifiant l'ensemble des personnes qui avaient aux Horaces, les cadres du Rassemblement national, les amis d'amis d'amis, on arrivait à peine à un tiers des nominations requises. Donc le pouvoir, il se conquiert, bien sûr, mais surtout, il s'exerce. Et si vous n'avez pas de monde, ni pour le conquérir, un monde, de qualité, de cortiqué, d'expérience, compétent pour le conquérir, vous n'aurez pas non plus de monde pour l'exercer. C'était ce qu'avait compris Mitterrand avec ses GRAC, qui étaient ses conseillers de l'ombre, mais il y avait presque 2000 personnes au GRAC, avec lesquelles il a conquis le pouvoir et avec lesquelles il l'a ensuite exercé. Et donc j'ai fondé l'Institut Apollon pour deux choses. D'abord, évidemment, les idées, mais les idées avec des gens. Et donc on a eu énormément, des centaines et des centaines de candidatures. On a fait un tri, on a monté des groupes de travail de gens qui étaient experts de leur domaine, qui pour beaucoup d'ailleurs n'avaient pas fait de politique avant. Et nous avons préparé un projet clé en main en attendant la personnalité providentielle. Et je peux vous faire un scoop aujourd'hui. Je pensais même que je pourrais y aller moi-même à ce moment-là, puisque il y avait personne sur la place qui trouvait grâce à mes yeux et aux yeux des idées que j'incarne. Ah, vous avez été tenté d'y aller ? J'ai été tenté d'y aller. Et voilà, donc après, si vous voulez, Reconquête est arrivé, parce que, bon, évidemment, Éric Zemmour a une antériorité d'âge, d'expérience, de surface médiatique. Il y a été, et donc un grand nombre des gens qui étaient dans Apollon qui ont été en quelque sorte, passez-moi cette expression anti-wokiste, blanchis sous le harnais, donc sont passés du côté de Reconquête, qui pour être candidat à des législatives, qui pour exercer des responsabilités locales ou régionales au sein du parti. Et donc en fait, voilà, on a participé aussi à la rédaction du programme présidentiel. Et donc voilà, finalement, Apollon a servi comme une espèce de rampe de lancement à Reconquête. Et donc là, je suis en train
d'essayer de reconstituer les équipes d'Apollon. D'ailleurs, je vous annonce également que nous allons prochainement changer de nom et je vous invite à suivre de très près mes réseaux sociaux parce que nous allons annoncer donc un changement complet. Non, je vous le dis pas. Là, on va quitter l'univers grec pour des choses un peu plus concrètes qui parlent davantage aux Français. Et donc voilà, je vais continuer à la fois à travers la réflexion et à travers les médias à réveiller les Français, à les réveiller, parce que nous sommes dans... Si vous voulez, il y a un paradoxe que ces Français qui ont le courage des sondages, c'est-à-dire qu'ils vont refuser l'immigration de masse dans les sondages. Ils vont refuser la réforme des retraites, quoique c'est en train de changer, et c'est très bien, dans les sondages. Ils vont exprimer le rejet total du système à travers un certain nombre de grandes questions à travers les sondages. Mais en fait, ils ne le font ni de manière massive, par millions, dans la rue. Bon, on comprend que ça peut être compliqué pour certains, mais ils ne le font pas non plus dans les urnes. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont voter pour des gens qu'ils détestent et qui les détestent, mais sans jamais avoir le courage de mettre collectivement le bulletin dans l'urne qui va renverser le régime. Donc, à un moment, si vous voulez, de deux choses l'une. Soit on est fataliste et on se dit, bon, bah écoutez, les Français méritent ce qui leur arrive, puisqu'après tout... Ils ont voté. Attendez, on a beau gloser sur le grand remplacement, le grand endoctrinement, le grand déclassement, comme dirait Éric Zemmour. Enfin, ces gens-là ne sont pas arrivés en France par un coup d'État. Ils n'ont pas forcé ou violé la porte du pouvoir. Ils ont été élus. Alors j'entends bien que le système est très puissant et que, comme disait Serge Jalimi, l'ancien directeur du Monde diplomatique, une opinion, ça se travaille. Tout à fait. Mais autant, si vous voulez, dans les années 80, 90, voire les années 2000, on pouvait dire, bon, les choses se passaient parce qu'elles n'étaient pas visibles. Elles n'étaient pas perceptibles du plus grand nombre. Mais aujourd'hui, le plus grand nombre le voit, le sent, l'entend. Donc je ne comprends pas pourquoi, alors même qu'une majorité voit ce qu'on voit, comprend ce qu'on comprend, entend ce qu'on entend, et ont la même perception du pays que nous l'avons, pourquoi ils ne traduisent pas ça en manne élective pour faire basculer le pouvoir. Donc de deux choses l'une, ou on est fataliste, on dit ça y est, le système les a zombifiés, le système est tellement incrusté, il les a tellement travaillés au corps que finalement c'est devenu une seconde nature et c'est impossible, ils sont devenus indécrottables d'une certaine façon. Soit on essaie de contrer cet endoctrinement par un contre-endoctrinement, ou en tout cas par une tentative de réveil et d'éveil des Français pour leur dire « n'ayez pas peur, quoi. Enfin, réveillez-vous ». Mais vous avez Non, attendez, s'il vous plaît, là, ce sera après le débat. Juste en guise d'introduction pour terminer cette première partie, sur la liberté d'expression, vous leur dites « réveillez-vous ». Vous avez l'impression quand même que ça avance un petit peu. Sur Twitter, je crois que vous avez récupéré votre compte. On a plus largement l'impression quand même qu'il y a un petit progrès de ce côté-là, même si on est toujours stigmatisé, qualifié d'extrémiste de droite quand on marche à côté de ce que dit la doxa. Quel regard vous avez là-dessus ? En fait, si vous voulez, au départ, on avait un système médiatique puissant et monolithique. C'est-à-dire qu'il y avait peu d'expressions d'une identité différente, d'idées différentes, d'une alternative à la pensée dominante. Ensuite, il y a eu la divine surprise des réseaux sociaux. Et comme toujours, ou comme souvent en tout cas, cette divine surprise est venue des États-Unis, puisque nombre de personnes au lendemain de l'élection de Donald Trump, il y a eu des éditoriaux enflammés en France, télévisuels et écrits, qui vous expliquaient qu'en fait, Donald Trump avait contourné l'establishment médiatique américain à travers les réseaux sociaux, qui étaient encore à ce moment-là un espace de liberté permettant l'émergence d'idées politiques et d'une culture politique différente, et surtout pouvoir toucher le plus grand nombre, parfois même au-delà du nombre qui était capable de toucher les médias traditionnels, et donc par ce biais pouvoir influencer le vote. Sauf que le système en place l'a très bien compris, parce que très rapidement, les réseaux sociaux ont été pris en main, d'une certaine façon, pour être verrouillés, parce que le système en place, encore une fois, a très vite compris les dangers que ces réseaux sociaux libres de toute censure
et de tout contrôle le danger qu'il représentait et les dégâts électoraux et comment dirais-je, et dans la philosophie politique qu'ils pouvaient infliger au pouvoir. Et donc, du coup, ils ont été pris en main par les gauchos progressistes. C'est-à-dire que très rapidement, Facebook, Instagram, Twitter ont commencé à adopter un contrôle de ces réseaux sociaux pour en faire une sorte de supplétif des médias mainstream ou des médias traditionnels. Donc là, les comptes ont été supprimés, censurés, shadowbannés par millions, et c'est toujours la même couleur de peau, parce que bon, moi j'ai pas entendu dire que des militants de la France insoumise aient été jamais bannis des réseaux sociaux, par exemple. Donc c'est toujours les mêmes qui ont payé le prix de cette censure, c'est-à-dire les seuls, et d'une certaine façon c'est presque gratifiant, parce que ça veut dire que nous représentons le seul et unique danger pour le système en place, étant entendu que pour le macronisme, en fait il n'y a pas de différence de nature entre le macronisme et le mélenchonisme, il y a une différence de degré. C'est-à-dire là où Mélenchon dit la créolisation entière tout de suite, Macron dit prenons notre temps. On va le faire, mais progressivement pour ne pas brusquer. C'est la seule différence, mais l'objectif reste exactement le même. Nous représentons nos idées politiques, que je qualifierais d'identitaro-souverainistes, sont les seuls, finalement, ce sont le seul danger pour la pensée dominante. Mais il y a quand même eu une lueur d'espoir. C'est l'arrivée d'Elon Musk, en tout cas le rachat de Twitter par Elon Musk, qui en a fait, du coup, un espace de liberté. C'est comme ça, en fait, que j'ai eu, encore une fois, la divine surprise de récupérer mon compte. Alors, la récupération du compte Twitter, dans l'absolu, elle veut rien dire, mais quand vous avez près de 200 000 abonnés sur un compte Twitter, les récupérer, c'est comme si vous aviez récupéré un trésor, en fait. Parce que vous pouvez influencer. Je vous rappelle que 200 000 ou 300 000, alors évidemment, quand vous avez 200 000 électeurs avec les effets de retweet et d'impression, etc., vous pouvez atteindre le double, voire le triple de personnes atteintes, ce qui fait l'audimat d'une chaîne comme LCI, en fait. Et encore, vous êtes généreux. Voilà, donc c'est très important. On ne peut pas faire de la politique aujourd'hui si on n'a pas les réseaux sociaux. Mais j'insiste, parce que Facebook, Instagram et dans une moindre mesure YouTube sont toujours censurés. Mon compte sur Instagram est shadowbanné, mon compte sur Facebook est shadowbanné, et pour des raisons que jusqu'à présent j'ignore. Et on ne sait pas pourquoi. Et cela relève d'une censure politique invraisemblable, parce que mais bon, en même temps, s'il ne leur reste plus que ça, c'est plutôt rassurant. Eh bien, en tout cas, je vois qu'il y en a qui ont envie de s'exprimer. On peut vous applaudir. Ce sont les sociétaires. Ils vont s'exprimer. On lance tout de suite le premier débat de cette soirée. Pourquoi le conflit est-il au cœur de la politique et de la com? Guerre sociale, guerre en Ukraine, guerre contre le Covid, guerre contre le changement climatique. Comment apaiser la société française? Faut-il craindre un retour de la violence en politique? Voilà, on peut applaudir notre invité. Voilà, donc on voit que la notion de guerre est au cœur de la politique depuis quelques années. C'est de cela dont on va parler. Guerre en Ukraine, guerre sociale, guerre contre le Covid, guerre contre le changement climatique, on le disait. Pourquoi le conflit est-il aussi souvent au cœur de la politique et de la communication, selon vous, Jean Messia? Alors vous commencez à parler, et là, vous pouvez intervenir, mes chers amis sociétaires, en levant la main, en étant très disciplinés. Je pense, si vous voulez, que l'absence d'agglomérants collectifs dans une société qui est désormais extrêmement individualisée, atomisée d'une certaine manière, on est obligé de se donner quelque part des causes, des artefacts pour essayer en quelque sorte de donner une direction commune à des individualités et à des égoïsmes qui aujourd'hui s'expriment sans trouver d'agora ou sans trouver de sens, au sens de l'absolu, à travers des entreprises collectives. Parce que je vous rappelle quand même qu'on a démantelé la nation, on a d'une certaine façon déserté les églises,
L'armée est désormais une armée de professionnels, donc elle concerne la nation en tant qu'armée professionnelle, mais elle ne concerne pas les conscrits comme naguère. Il n'y a plus de grands partis politiques comme le Parti communiste, par exemple, dans les années 50. Bon, on peut être contre cette idéologie, mais en tout cas, pour des millions de personnes, ça rythmait la vie quand même. Et aujourd'hui, si vous voulez, il n'y a plus que des consommateurs et des producteurs et un marché. Et des frustrations à gérer, parce qu'évidemment, quand vous êtes consommateur et qu'on vous vante les mérites d'une consommation effrénée pour laquelle vous avez de moins en moins de moyens, ben vous avez des frustrations à gérer. Donc, en gros, on vous dit, vous savez, c'est comme les enfants. C'est-à-dire que quand les enfants se font mal, on dit « Oh, regarde, le bobo, il s'est envolé ». Et donc, tous les enfants regardent et puis ils oublient. C'est la guerre. « Oh, regardez, il y a une guerre ». Donc, on s'amuse à faire peur, à utiliser un vocabulaire martial pour essayer de redynamiser l'esprit collectif, mais ça fait pchit. Mais plutôt concrètement, si on pouvait être très concret. Il y a un certain nombre de guerres, entre guillemets, qui ont été citées. Et ça a commencé par la guerre contre un virus. Ensuite, il y a eu la guerre en Ukraine. Il y a une guerre qui devrait démarrer contre l'intelligence artificielle, mais qui ne commence pas. Et j'aimerais bien avoir votre position précise sur ces sujets. Pandémie. C'était une bonne guerre ou une mauvaise guerre? Oui ou non? A posteriori, c'était une mauvaise guerre. C'était une mauvaise guerre parce que je pense que, vous savez, j'ai beaucoup réfléchi à cette question et je pense que le gouvernement a utilisé ce que les psychologues appellent un syndrome de Munchausen grossier pour essayer de se relégitimer en quelque sorte. D'accord. C'est-à-dire, je ne sais pas si tout le monde est à l'aise avec ce concept, c'est-à-dire, je ne sais pas si vous avez vu le film « Le sixième sens », c'est cette mère de famille qui rend ses enfants malades en leur faisant ingurgiter des détergents et des trucs comme ça pour prétendre mieux les soigner et se présenter comme la bonne mère qui soigne ses enfants. Et ben, dans le Covid, Macron a fait exactement la même chose. Il a confiné, il a fait fermer, il a isolé, il a restreint les libertés. Donc tout ça a entraîné un effondrement économique sans précédent devant lequel il s'est présenté comme étant le sauveur pour dire voilà, je vous aide. Mais alors, si vous voulez vous étendre sur non, mais je réponds. La pandémie. Alors juste un cran plus loin, qui est derrière? L'homme, le pangolin, l'homme américain, l'homme chinois. Parce que c'est ça, être un homme politique, et c'est de s'engager à analyser les faits. Donc vous pensez qui est derrière? Oui, vous avez raison pour l'homme politique, mais quand l'homme politique ignore qui est derrière, et on va pas se lancer dans des... Vous ignorez ou c'est difficile de s'exprimer? Ah non, je l'ignore. Je sais que c'est le pangolin, je sais que ça peut être l'homme, je ne sais pas. En fait, et d'ailleurs, la plupart des Français ne le savent pas à ce jour. Mais c'est parce que personne, justement, vous savez, vous parlez de Munchausen, moi je vais vous parler de Milgram, en fait, c'est parce qu'à un moment, un homme politique important qui parle très bien comme vous, qui étudie très bien comme vous, qui a plein de personnes qui lui apportent des dossiers. Et là, il y a Marc Doyer, mais il y a d'autres personnes qui ont écrit des livres sur ce sujet. Il y a beaucoup de mensonges, je vous parlais d'Elon Musk, il y a quand même les Covid Files, j'imagine que vous avez eu la curiosité de les lire. Ils sont extrêmement clairs, donc malgré tout ce que je viens de dire, vous ne savez pas. Non, c'est-à-dire, est-ce que ça a été volontairement créé, ce virus, pour aboutir à ça, ou est-ce qu'il a été instrumentalisé pour aboutir à ça? C'est pas ma question. C'est toute la question, là. Non, je parle à vous. Non, mais c'est toute la question. Mais ça, c'est une réponse. Non, mais si vous voulez me faire rentrer dans un truc... moi, je veux rien. Honnêtement, non, mais je dois... Je dois être honnête, je ne le sais pas. Ukraine. La guerre d'Ukraine... Est-ce que vous auriez acclamé, comme Jordan Bardella, Zelensky à la Commission européenne? C'est pas à la Commission européenne, c'est au Parlement d'abord. Et puis, le Parlement européen, il est dans son rôle, d'une certaine façon. C'est un chef d'État. Donc, après, c'est pas parce que vous accueillez un chef d'État, quel qu'il soit d'ailleurs, quel qu'il soit. Après tout, quand, je sais pas, le président chinois, avec lequel j'ai tous les désaccords possibles, arrive en France ou s'exprime dans une agora française, les gens l'applaudissent. C'est pas pour ça que vous adhérez. Vous comprenez? Non, je suis pas d'accord. C'est pas la même chose. Par contre, attendez. Dernier point. Non, mais juste pour conclure là-dessus. En revanche, effectivement, la France n'est pas obligée de cautionner un combat ou un autre. On peut aussi rester indépendant. Moi, ma position sur l'Ukraine, elle est très simple. Je ne sais pas si on aura l'occasion de développer ça, mais moi, je crois qu'effectivement, la Russie a agressé l'Ukraine. Je le crois. Que la France ait aidé dans un premier temps l'Ukraine, pourquoi pas. Mais
Par contre, cette aide doit avoir une fin, c'est-à-dire qu'on aide et on fixe un horizon à partir duquel on décroche. Juste pour ne pas rentrer dans le détail, je vais juste rappeler aux personnes qui nous regardent. Non, je vais juste dire un mot, ça s'appelle Minsk et toutes les aides de l'Europe qui n'ont jamais demandé aux Ukrainiens de respecter. Dis-moi, Bertrand, et dernier point, j'ai un dernier... Si demain la Russie fait la guerre à la France, tu choisis qui, la Russie ou la France? Je vais répondre après. Non, mais je te pose la question. Juste une dernière question. Commence à devenir un peu, tu vois, Poutine va être un peu fou. Non, pas du tout. Donc dis-moi, réponds. Je suis pas du tout fou. Est-ce que si demain la Russie déclare la guerre à la France, est-ce que tu soutiens la France ou la Russie? Alors je vais te dire, ça va résumer exactement la présentation. En France, on utilise le mot guerre tous les jours depuis... non, mais réponds, mais je suis en train de te répondre. Je suis en train de te répondre. On utilise le mot guerre tout le temps. Est-ce que tu as entendu les Russes utiliser le mot guerre une seule fois? Ils parlent d'une opération spéciale avec un objectif très clair. Si on est co-belligérants, ils déclareront la guerre. Mais ils ne font pas la guerre avec nous. On fait la guerre avec eux. Je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord avec ça parce que vous savez très bien que dans ce genre d'opération, guerre des mots. Guerre des mots, oui. Alors évidemment, c'est pas du tout comparable et loin de moi l'idée de comparer, mais on sait très bien que par exemple l'Allemagne des années 30 et des années 40 utilisait des terminologies volontairement technocratiques ou très allusives pour qualifier des monstruosités. Enfin, ça sera pas alors je la compare guerre pas, attention. Combien de temps on a mis avant de parler de guerre? Ça a été une opération intérieure aussi, pareil. Ouais. Myriam, qui veut parler depuis tout à l'heure. Non, mais d'un point de vue purement communication, en fait, le fait d'utiliser le mot guerre, c'est pour donner une réflexion purement manichéenne. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez le bien et de l'autre côté, vous avez le mal. Quand on utilise ce champ lexical, c'est uniquement pour imposer cette façon de voir les choses, ce qui fait qu'en fait, ça empêche tout débat. Et c'est là où notre démocratie, en ce moment, va mal, c'est qu'on utilise un vocabulaire très belliqueux et on n'a plus de gris entre le noir et le blanc. C'est vrai. Non, mais c'est ce que je disais d'une autre façon au début de mon propos, c'est-à-dire que quand vous parlez de guerre, vous faites taire toutes les oppositions, parce que qu'est-ce qu'on fait en cas de guerre? D'ailleurs, ça a très bien fonctionné pendant la présidentielle. C'est ce qu'on a appelé l'effet drapeau. Quand Emmanuel Macron met la France en quasi-co-belligérance dans ce conflit, c'est aussi pour une problématique intérieure, si vous voulez. Et d'ailleurs, de la même façon qu'il y avait la guerre contre le Covid qui a fait un peu taire tout le monde, avec la guerre contre l'Ukraine, le Covid s'est doté de chenilles russes d'une certaine façon. Le Covid n'a pas été justement un tournant dans cette rhétorique justement amplifiée par la guerre en Ukraine. Déjà, on parlait de la guerre contre le virus, il y avait un vocabulaire vraiment très militaire autour de ça. Je veux dire, les gens qui sont un minimum lucides, quand ils ont entendu le président de la République et son premier discours où il a cité, je crois, 15 ou 16 fois « nous sommes en guerre, nous sommes en guerre, nous sommes en guerre », mais c'était d'un grotesque épique. Et puis ces deux crises, elles n'ont jamais autant divisé la société française. Voilà. Mais c'est marrant parce que, si vous voulez, le problème, c'est qu'il y a aussi on adoube des guerres étrangères que l'on fait nôtres, la guerre entre la Russie et l'Ukraine. On crée de toutes pièces des guerres sur le plan sanitaire, mais la guerre qui est susceptible de venir par l'installation massive et continue de peuples étrangers en France et qui risque de déboucher sur une fracturation du pays que l'on pourrait qualifier, sans exagération, de guerre civile, là, personne ne veut voir. Et si vous dites guerre civile, alors là, il n'y a plus personne. C'est comme si c'était la seule guerre qui... Alors, à juste titre, c'est la seule guerre qui effraie, mais c'est la seule guerre qu'il faut mettre sur la table pour être en mesure de la conjurer. Alors, Mike et ensuite Greg. Mais, cher Jean Messia, est-ce que vous voyez, je pense que oui, une future guerre ethnique qui peut arriver en France très bientôt? Alors moi, j'irai plus loin. Est-ce qu'on peut encore dire qu'il existe un peuple français et homogène qui repose sur, alors je ne vais évidemment pas parler d'ethnie, mais sur un consensus, on va dire un consensus idéologique et de valeurs. Une guerre civile, ce sera une guerre ethnique. Si vous voulez, c'est... si, non. Pourquoi non? Non, là, c'est pas une guerre ethnique. Enfin, mais je pense que M. Messia, quand il parle de grand remplacement, c'est plus une guerre ethnique qu'une guerre civile entre Français. Enfin, oui. Je pense.
Entre Français, dans la mesure où la terre entière est française aujourd'hui, c'est quoi être Français de souche? Non mais voilà, c'est une magnifique question. Ça c'est une magnifique question et permettez-moi d'y répondre immédiatement. Je vais me faire engueuler. Non, pas du tout. Ah bon? Alors ça, vous la rappelez la question, Myriam? Qu'est-ce qu'un Français de souche? Voilà. Bon. Moi, je sais pas, j'ai l'impression, là, ça chauffe mes oreilles, ce que j'entends. Oui, bien sûr, mais je sais que ça vous chauffe les oreilles, mais c'est d'ailleurs le seul endroit du monde où cette question peut vous chauffer les oreilles, c'est en France. Hein. Parce que si vous dites au Maroc, qu'est-ce qu'un Marocain de souche, là, on va vous prescrire des traitements, je pense. Ou en Égypte, un Égyptien de souche. C'est marrant, c'est en France, la notion de peuple de souche, on fait feu de tout bois pour l'annuler. Alors moi, j'ai une question à vous poser. Moi, j'étais pas français. Je n'ai jamais été français. Je suis arrivé en France, je ne savais pas parler un mot de français. Je me suis assimilé à quoi? La Joconde. À la France originelle. Donc s'il y a pas, vous pouvez pas d'un côté dire. Répondez à la question que vous m'avez posée. Moi, je veux d'accord, vous êtes assimilé, super, c'est génial. Non mais assimilé à quoi? Ça veut bien dire qu'il y a un peuple de souche. Il y a un peuple de souche et il y a une identité. C'est pas forcément une ethnie. Mais qui a dit ça? Mike. Non. Oui, mais attendez, par la force des choses, il y a quand même un peuple français historique dont je ne fais physiquement pas partie. Mais j'ai une identité française à l'intérieur, puisque, comme je vous le rappelais, ma trajectoire, c'est que je n'étais pas français. Aujourd'hui, je suis devenu un Français. Pourquoi? Parce que je me suis identifié à une identité, mais cette identité, ce n'est pas une notion gazeuse qui se tient comme la Terre se tient en l'air dans l'espace. C'est une identité qui est vernaculaire, qui est enracinée, et à laquelle je me suis donc assimilé. C'est d'ailleurs pour ça que, n'étant pas français et l'étant devenu, je me bats aujourd'hui pour que la France reste ce qu'elle est, c'est-à-dire française. Dans la Constitution, c'est liberté, égalité, non mais d'accord, mais ça c'est... Mais ça c'est la République. Non mais d'accord, mais on parle de laïcité, on parle pas d'ethnie ou de faciès en fait. Mais attendez, dans la population de souche. Non mais Par contre, on est sur un socle laïque où le religieux doit être du privé. Non mais Madame Palomba, excusez-moi, mais je comprends pas trop parce que est-ce que la France est un pays africain? Est-ce que la France est un pays arabe? Est-ce que la France est un... Pas d'Africains, pas d'Arabes, est-ce que la France est un pays... Pas de Juifs, pas de musulmans, rien en France. Ce sont de toutes petites minorités qui, jusqu'au début des années 80, ne prétendaient pas contester la domination des Français historiques sur la France et la propriété qu'exercent les Français historiques sur la France. Moi, attendez, que ce soit bien clair, moi je ne me bats pas pour être majoritaire en France. Moi, je me bats pour que les gars, vous restiez majoritaires dans votre propre pays. Ah, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup d'origine égyptienne qui sont du côté de Zemmour. Donc le truc, c'est que je profite du fait que, comment dirais-je, étant un Français pure souche, du coup, à l'intérieur, profitant d'un déguisement que jamais aucune technologie parviendra à réaliser, c'est-à-dire mon corps extérieur, je profite pour être une mouche dans le lait du système. Et donc, oui, le problème, vous pouvez pas... Alors, attendez. Alors, du coup, les Antilles, c'est quoi? Les pieds noirs qui viennent d'Algérie, ah, mais attendez, non, mais vous confondez tout. C'est-à-dire que l'identité de la... Ça n'est pas un débat sur l'identité. L'identité de la France métropolitaine est une identité européenne portée, osons-le, oui, par une ou des ethnies européennes. C'est pas un gros mot de dire ça. Je dirais pas qu'au Maroc, c'est une identité qui est portée par un peuple d'identité arabo-berbère. Voilà, c'est comme ça. C'est pas une insulte que de le dire. Vous êtes jamais, c'est marrant ça, vous n'êtes jamais choqué par l'homogénéité des peuples quand vous voyagez à l'étranger. Ça vous viendrait pas à l'idée, par exemple, si vous êtes en Chine, de dire, bah tiens, il n'y a pas de Norvégiens. Bah pourquoi vous le faites en France alors? Grégory Tamino. On repart sur le débat ou Oui, j'aimerais bien. C'était la violence en politique, l'emploi des mots guerre. Justement, je voulais savoir si on ne pouvait pas craindre un retour à la violence en politique. Mais tu voulais peut-être réagir à ce que venait de dire Jean Messia, toi qui écoutes. Non, c'est pour ça que je te demande si tu veux repartir sur mais on peut faire une digression dessus. Quel est ton point de vue là-dessus? Et puis, est-ce que tu as une question pour Jean? Le débat sera interminable. Le débat sera interminable. C'est toujours en fait une question, c'est davantage une question de proportion en réalité, comme le disait le général de Gaulle. Vous avez l'esprit de la France qui est une nation civique, qui est une nation culturelle, et puis vous avez des degrés
d'immigration qui rendent possible ou non dans le monde réel cette application de cette conception philosophique. Et d'ailleurs, ceux qui ont théorisé une certaine conception de la liberté, de l'égalité, de la fraternité à une certaine époque n'avaient absolument pas pris en compte la possibilité que nous vivions un jour une situation de chamboulement démographique comparable à celle que nous vivons aujourd'hui. Donc, côté, vous avez toujours la moitié des gens qui vous disent oui, mais dans les principes, oui, mais leurs principes étaient basés sur une autre réalité sociale que celle qui est maintenant. Donc, du coup, est-ce que la question doit être posée aux gens? Moi, je suis libéral, donc je pense que oui. Ça. Mais en fait, non, mais c'est ce que vous dites est passionnant. Il faut bien se mettre en tête que les institutions et les différents droits, la fameuse devise évidemment, à laquelle j'adhère pleinement, liberté, égalité, fraternité, ce qu'on appelle, et qui a été dévoyé en revanche, l'état de droit, c'est-à-dire qui garantit nos libertés individuelles, tout ça, c'est un peuple qui en a accouché. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'à partir du moment où le peuple change de culture et change d'identité, les institutions qui ont été produites par un peuple vont changer, à commencer d'ailleurs par la France insoumise. La France insoumise appelle le grand remplacement la créolisation et s'en réjouit. Il trouve que c'est un processus positif. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un jour, les peuples que la France insoumise appelle de ses voeux et installe et représente, eh bien, ils voudront des représentants à leur image. Donc, exit Jean-Luc et place à Mohamed et à Mahmoud. Voilà. C'est tout petit, c'est très court. Bertrand. C'est très court. Et on va revenir au sujet principal du débat qui était celui de la violence non, mais parce politique on parle de quelque chose qui est le grand remplacement, et vous êtes tous exprimés, mais il y a un remplacement qui est en train d'avoir lieu, et je pense que, encore une fois, si on écoute Elon Musk dont vous parliez, si on s'intéresse à ce qui se passe, c'est l'intelligence artificielle. Et Renaud Camus, qui a été le grand théoricien du grand remplacement, le dernier bouquin de Renaud Camus, qui est beaucoup plus épais, qui n'a manifestement pas été très lu, qui a 2 ans, il dit « Le grand danger, c'est le remplacement de l'homme par la machine ». Et c'est en train de devenir de plus en plus visible. Bon, là, on s'éloigne un petit peu du sujet. Non, pas du tout, puisque justement, ce matin, un certain nombre de représentants importants, en l'occurrence Jordan Bardella, c'est pour ça que j'étais un peu énervé tout à l'heure, fait une vidéo qui poste sur Internet, c'est ce que j'ai vu en premier, parce que moi je suis plutôt quelqu'un qui l'aime bien, et où il raconte que l'Europe passe à côté, qu'il faut investir des fortunes là-dedans sur l'intelligence artificielle, alors que ce qu'il faudrait faire, c'est geler les choses parce que ça va trop vite, et se dire comment on évite que cette machine nous remplace dans tous nos postes et créer, alors peut-être on ira vers le revenu universel, etc. Mais là, c'est quelqu'un qui réfléchit pour les hommes politiques. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça ? Ce que j'ai à dire, c'est que pour faire émerger une intelligence artificielle nationale, encore faut-il faire émerger une intelligence tout court. Effectivement, c'est pas avec l'effondrement du niveau scolaire, c'est pas avec la désertion des filières scientifiques, là où effectivement Camus, dont je n'ai pas lu le livre, peut avoir raison, c'est qu'effectivement à partir du moment où l'intelligence artificielle n'est pas nationale et qu'elle perpétue en quelque sorte notre dépendance et in fine notre inféodation à des puissances étrangères, ça peut être manifestement dangereux. Et ça complète aussi le grand remplacement parce qu'en fait, à la base du grand remplacement, c'est quoi ? Il y a aussi une veine jugulaire économiciste dans le grand remplacement. C'est-à-dire qu'en gros, l'être humain est interchangeable. C'est-à-dire l'être humain, en tant que consommateur, peu importe que le consommateur soit, chinois, africain, nord-américain ou européen, de toute façon, il faut qu'il consomme la même chose. Donc on va écrêter les identités, on va écrêter les nations pour laisser libre cours au déchaînement des forces de marché et au déchaînement de la consommation. Et de ce fait, mais c'était pas ma question. Ma question, l'intelligence artificielle vient confirmer, bien sûr, l'homme par la machine. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Mais ça, c'est, je dirais, la gradation ultime du remplacement, en quelque sorte. C'est ça qui va. J'aimerais revenir à la question de la violence, s'il te plaît. Oui, justement, en politique, justement, oui, mais j'aimerais faire parler Greg. Donc, Greg, qui veut parler depuis tout à l'heure. Quel est ton point de vue là-dessus, s'il te plaît ? Ce que tu disais était juste. L'emploi du mot guerre permet de
permet de désigner le bien et le mal, mais elle permet surtout beaucoup plus dangereux et beaucoup plus utile pour la classe politique que ça, c'est qu'elle permet de désigner qui est l'ami et qui est l'ennemi. Exactement, c'est exactement ça. C'est ce que soulignent à peu près tous les sociologues et politologues contemporains compétents, c'est qu'on a un retour de la notion schmittienne d'amis et d'ennemis, et que tous ces narratifs-là ont eu vocation prioritaire à désigner des ennemis. Quand vous défendez l'écologie responsable, en fait, vous faites la guerre à ceux qui ne la font pas et qui ne la suivent pas. Quand vous allez défendre une guerre dans laquelle vous n'avez jusqu'à preuve du contraire absolument aucun soldat engagé avec autant de véhémence, c'est que sur votre territoire, vous désignez les poutinolâtres, les russophiles, et combien de fois, alors que j'ai toujours imputé la responsabilité du conflit à Poutine, m'a-t-on reproché ce truc-là? C'est absurde. De la même manière que tout ce narratif délirant autour du Covid a été fait pour désigner des amis et des ennemis. Au bout d'un moment, tu as des scientifiques qui bossent, qui font leur boulot, tout le reste, c'est ça. Est-ce que c'est pas le propre de la gauche de diaboliser tout le temps? Non, c'est le problème de tout le monde, c'est un problème anthropologique fondamental. On est mis en rendant infréquentable. Alors la gauche, ça veut plus rien... Enfin, ça veut... Et même la droite, parce que justement... Les progressistes. Oui, les grands remplacements, c'est un peu ça aussi, quand même. C'est un problème anthropologique fondamental qui concerne tout le monde. En fait, il y a, pour reprendre la même idée, mais exprimée différemment à des fins pédagogiques, il y a effectivement le cercle de la raison, c'est-à-dire ceux qui ont compris, qui sont raisonnables, qui prennent leurs responsabilités, qui décident en responsabilité. Et puis, il y a ceux à qui on dit il faut reprendre vos esprits, comme l'a fait un peu Darmanin pour des républicains qui ne sont quand même pas réputés pour être de grands révolutionnaires ou des gens qui sont en rupture ou en banc de la société. Donc, en fait, il y a ces deux choses-là. Il y a ceux qui croient que la politique se réduit à une espèce de gouvernance managériale, comptable, où le désaccord se fait sur une différence de taux de CSG. Mais on voit bien qu'on est en train d'arriver au bout de ce cycle. Et aujourd'hui, avec ce qui se passe, et notamment avec ce qui se passe aujourd'hui, dont on reparlera tout à l'heure, on voit bien que la grande politique est en train de pousser pour revenir. Avec ce rejet de cette motion de censure avant-hier, justement par 278 voix, alors qu'il en fallait 287, on le rappelle, donc pour faire tomber ce gouvernement, vous pensez que ça va s'amplifier, cette dialectique autour des oppositions, au niveau du narratif Mais en fait, qu'est-ce qu'on est en train... Je vais prendre une réponse, violence verbale. Je vais prendre un peu de hauteur pour répondre à votre question de manière concrète. En fait, on découvre... que cette parole de l'Évangile a tout son sens. L'homme ne vit pas seulement de pain. L'homme ne vit pas seulement de pain. C'est pas parce que... Et alors, il en vit encore moins quand vous n'avez pas de pain ou quand le prix de la baguette flambe, si vous voulez. Aujourd'hui, si vous voulez, on est dans une optique où le seul horizon de la consommation, ou même le seul horizon du travail, ne fait plus de sens. C'est-à-dire qu'à travers le décalage de l'âge de la retraite de 62 à 64 ans, il faut interroger ce qu'est le travail pour les gens aujourd'hui, y compris d'ailleurs les gens qui sont dans la haute fonction publique, que je connais très bien. En fait, le travail, soit on n'arrive plus à en vivre, soit ne fait plus de sens, soit les deux. Et donc, le problème, c'est que les gens ne se réalisent plus à travers le travail, soit pour des raisons matérielles, soit pour des raisons dans l'absolu, quoi, de signification, à quoi sert ce que je fais. Et donc, les Français, si vous voulez, refusent cette société où ils ne sont que des pions à qui on verse une aumône, et on retombe d'une certaine façon, vous savez, les classiques en économie, le courant classique et néoclassique, c'est-à-dire les ancêtres de ce que nous appelons aujourd'hui les néolibéraux, ils militaient pour quelque chose qu'on a bien oublié, c'était le salaire de subsistance. C'est-à-dire à l'époque du XVIIIe et surtout du XIXe siècle, dans le sillage de l'apparition des grands foyers industriels urbains, on disait que le salaire devait être fixé au niveau de subsistance, c'est-à-dire celui qui permet, selon le vocabulaire marxien, de renouveler sa force de travail, mais guère plus. Et donc le salaire, à l'époque, était un coût. Il y a eu la parenthèse entre 45 et 75 où le salaire est devenu une demande. Et avec ce cercle vertueux que plus le salaire augmente, plus la production augmente, plus il y a de la croissance, moins il y a du chômage. Avec l'ouverture à l'international et le retour d'un paradigme néolibéral, aujourd'hui, le salaire est redevenu un coût. Mais le salaire, c'est quoi? Qui touche le salaire? C'est bien un être humain. Un être humain ne peut pas être qu'un coût. C'est pas possible. Et à être enfermé là-dedans, les gens se révoltent. Donc moi, je vous dis,
qu'aujourd'hui, ce qui se passe dépasse amplement la réforme des retraites. Il y a évidemment la réforme des retraites qui a été l'allumette. Les violences auxquelles vous assistez dans la rue ne sont que le pic incandescent de l'iceberg de colère et de haine qui bout dans le pays depuis des décennies. Alors, cher Jean Messia, moi je vous aime beaucoup, mais je trouve quand même que vous surestimez aujourd'hui le peuple français. En réalité, quand on parle de guerre, c'est parce que voilà, M. Macron passe sur TF1, sur France 2, et il dit voilà, c'est la guerre. Et donc du coup, Mme Durand et M. Durand, ils ont peur de la guerre, donc du coup, ils ne bougent pas, ils font rien, ils disent oh là là, mais c'est la guerre, je vais rester chez moi à regarder TF1 et France 2. Parce que vous avez parlé tout à l'heure des réseaux sociaux. Vous loupez une séquence. C'est que derrière Macron, il y a Jean Messia qui passe à la télé pour expliquer. Oui, mais vous ne passez pas à TF1. Mais moi, je veux dire, vous parlez des opinions publiques que sont Twitter, Facebook, Instagram, ou alors des CNews et BFM. Mais ça, c'est qu'une petite minorité. Non, mais agrégé, ça commence à faire pas mal. Non, c'est pas vrai. Les grands médias que sont TF... Non. Quand une information n'est pas sur TF1, n'est pas sur France 2 ou n'est pas sur le JT de France 3, cette information, elle n'existe pas auprès de l'opinion publique. Ce n'est pas vrai. Elle n'existe pas. Non, c'est faux. Disons que on peut trouver un intermédiaire, TPMP par exemple. Prenez la question McKinsey. Sinon, ils nous feraient pas chier avec le complotisme en disant regardez, il y a des gens qui ne croient pas ce qu'ils font. Prenez la question McKinsey. C'est bien qu'elle existe cette information pour trop de gens. Prenez la question McKinsey. McKinsey, 90% des gens ne savent pas ce qu'est McKinsey. Pourtant, ça fait le buzz sur les Twitter et compagnie. C'est parce que Monsieur Durand et Madame Durand, en réalité, ne consomment l'information. Ils ne consomment l'information que sur le JT du 13h. Oui, mais ils vont crever générationnellement, Monsieur et Madame Durand. Mais c'est eux qui votent. C'est eux qui font partie de l'électorat. Non, mais en fait, il a grande. Enfin, vous avez en oui, grande. Il a en grande partie raison. Non, il a grande partie raison. Il a raison. C'est pas nos abonnés Twitter qui votent. Faut se dire les choses. Ils votent aussi. Ils votent, mais beaucoup moins. Ils s'abstiennent beaucoup plus. Et ils regardent de moins en moins la télé. Pardon. Le 20h de TF1, il est passé de 12 millions à 5. Hein. Non, bien plus que... Non, c'est pas vrai. Il est au moins 8, 9... Non, il est entre 5 et 6. Non, entre 5 et 6. Mais c'est eux qui... Non, mais moi je trouve que je partage l'avis de Mike sur ça. Après les choses... C'est d'autant plus curieux, toi qui es attaqué justement par les positions que tu soutiens et qui sont pour la plupart beaucoup issues des réseaux sociaux. Enfin... Oui, vraiment, mais même dans la bouche des choses que je n'ai pas dites. Donc, oui, toi, tu as une petite variante en plus. J'ai une petite variante, mais... bienvenue au club. Hein. Ouais. Là-dessus, on se ressemble. Je veux dire, moi, je suis attaqué de partout pour des choses... C'est vrai, quand vous qualifiez d'extrême droite, enfin d'extrémiste de droite, ça vous fait quelque chose ou pas? Moi, c'est quand même pas forcément très courant. J'avais souvenir que dans le... Avec votre profil, qu'on puisse vous qualifier comme extrémiste de droite, quoi. Enfin... c'est-à-dire qu'après, moi, j'en joue. Hein, voilà, enfin, j'en joue parce que c'est tellement ridicule. Vous les rendez fous, d'ailleurs. Ouais. Je les rends fous, ouais. C'est-à-dire que quand vous avez un journaliste de gauche qui me dit « Mais maintenant, c'est quoi votre métier ?» Et je lui réponds « Mon métier, c'est stigmatiser, attiser la haine. » Ça le déstabilise parce que... bon, en fait, non, l'extrême droite, ça n'existe... Enfin, en France, l'extrême droite n'existe pas. Ben voilà, t'as vu, Greg, ça n'existe pas. L'extrême droite n'existe pas, ou alors... Si, Tristan Mendès France... Ou alors... Non, mais Greg dirait que ça existait. Je lui ai dit non, ça n'existe pas. Ou alors... Non, mais attendez, ou alors... mal défini. Non, mais c'est ou alors c'est très groupusculaire. C'est marrant parce que les gens qui voient de l'extrême droite partout, ils nomment jamais l'extrême gauche. C'est bizarre, ce daltonisme-là. Non, mais là, il y a un bug dans le logiciel. Il y a un bug. On nous Libé, Le Monde, tous les journaux gaucho-progressistes et les médias gaucho-progressistes nous expliquent depuis des mois qu'il y a une menace massive de l'extrême droite, avec des hordes d'extrême droite qui sont prêtes à enflammer une nouvelle nuit de cristal, de ratonnade anti-étrangers, anti-immigrés, etc. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que c'est plutôt des hordes d'extrême gauche qui brûlent des poubelles, qui brûlent des vitrines, qui cassent des choses, etc. Donc il faut arrêter avec ça. Oui, mais parce que l'extrême droite est le plafond de verre sponsorisé officiellement en France. Mais on a quand même... Ça veut dire quoi, ça? C'est-à-dire que c'est le sparring partner idéal dont vous parliez tout à l'heure, homologué depuis 1945 pour jouer le coup du barrage républicain. Mais on voit bien que pas depuis 45, depuis Mélenchon 81 commence à s'approcher un petit peu trop du pouvoir, vous pouvez être sûr que vous allez avoir votre article du Point, de l'Express, du Figaro et d'une grande partie et même du Monde pour aller expliquer que là, pour le coup, il redevient rouge, il redevient l'extrême gauche, il redevient antisémite, il redevient problématique. Donc c'est pas faux, mais en vitesse de Zemmour. Et Mélenchon en vitesse de croisière, il est quand même beaucoup mieux traité que d'autres. Hein. D'ailleurs, est-ce qu'ils sont vraiment potes alors, Mélenchon et Éric Zemmour? J'en sais rien. Parce qu'ils parlent d'une... Vous appellent pas, vous, Mélenchon, non?
Non, il m'appelle quelques petits conseils encore. Est-ce que vous ne regrettez pas? Alors si, j'ai une petite anecdote à vous raconter. Attendez, oui, c'est quoi l'anecdote? Bah, c'était en fait à l'élection présidentielle de 2017, il y avait ce grand débat qui avait rassemblé tous les candidats, dont à l'époque Mélenchon, et je crois que c'était sur France 2, il me semble, oui. Et la chaîne avait donné, après l'émission, de manière assez tardive, un cocktail pour les invités, etc. Et je me suis retrouvé à la fin, tout le monde était parti, et il n'y avait plus que Mélenchon et quelques-uns de ses lieutenants, et j'étais à l'époque avec quelques cadres du Rassemblement national. Donc je suis allé voir Mélenchon pour le saluer et le provoquer en même temps, parce que j'adore ça. Je lui ai dit, voilà, moi à l'époque, je lui ai dit, voilà, moi je travaille avec Marine Le Pen, je suis un de ses conseillers, je suis le coordinateur de son projet présidentiel. Il me dit, ah ouais, bah, dites-moi, quand on arrivera au pouvoir, ça sera au goulag. Je fais, ouais, mais attention, vous ne me dites pas ça à moi, parce que moi je suis d'origine étrangère. Il m'a dit, ah ouais? Je lui ai dit, vous savez, moi, je suis arrivé en France, je suis d'origine égyptienne. Quand je suis arrivé en France, je m'appelais Ossam. Et j'ai ensuite francisé. Il me dit, ah oui, alors vous êtes d'origine étrangère. Ah, c'est bien l'Égypte, etc. Et à la fin, il m'a dit, bah bravo. J'ai pas compris, là. Et en fait, je me suis dit, mais au fond, qui est raciste, en fait? Qui est raciste? C'est-à-dire qu'en fait, le gars... En fait, moi, je pense, et je terminerai par là, c'est qu'il n'y a pas pire racisme que venant de la part de ceux qui détestent tellement la France telle qu'elle est, qu'ils veulent la changer. Dernière question avant de passer au second débat qui va être, je pense, explosif sur la réforme des retraites. Cette rhétorique du conflit, pour clore ce sujet dont nous parlions, est-ce qu'elle n'est pas annonciatrice d'un embrasement plus grand du monde et peut-être de nos sociétés de manière générale, Jean Messia? Bah, moi, je crois, si vous voulez, qu'il y a dans notre société une multiconflictualité qui est effectivement assez inquiétante. Alors, une des manières, encore une fois, de créer ce vocabulaire guerrier, mais c'est toujours des guerres à l'extérieur et qu'on essaye de se présenter, parce que qui dit guerre dit paix, qui dit guerre, là je vous rejoins, qui dit guerre dit faiseur de guerre et faiseur de paix. Donc si vous inventez une guerre et que vous venez derrière vous présenter comme celui qui va vous ramener la paix, ou en tout cas qui va vous la garantir, ou qui va vous en protéger, ben, qu'est-ce que vous faites? Vous faites confiance à ceux qui vous promettent la protection et la paix. Et tous les autres qui ne rentrent pas dans ce moule politique-là sont supposés de facto appartenir au camp de la guerre. Alors, Jean Messia, avant de clore ce débat, en tout cas, je ne sais pas si vous le savez, mais nous avons quelqu'un qui est tapis là dans l'ombre au fond de ce studio, qui est un membre éminent de notre équipe, et on peut l'applaudir bien fort. C'est Ignace, notre caricaturiste en live, et qui vous avait donc gratifié de 2 caricatures que je vous confie. Je suis un Gaulois exotique, mais authentiquement réfractaire à Macron, on peut l'applaudir. Et enfin, d'extrême droite, Jean Messia, pour défendre la pureté ethnique, il y a mieux placé que moi. Voilà, on peut l'applaudir bien fort. On se retrouve dans un instant pour l'interview confession. Alors, on passe à l'interview confession avant le second et dernier débat de cette soirée. Jean Messia, c'est très simple. Quelques questions qui vous sont posées et vous y répondez aussi brièvement que possible. Première question. Quel personnage historique aimeriez-vous être? Napoléon. Moi, là, c'est bref. Pourquoi? Bah parce que c'est quelqu'un qui a pensé les cicatrices de la France post-révolutionnaire et qui a su incarner un idéal français et le génie français dans toute sa splendeur. Merci pour cette réponse. Question suivante. De quel pays faut-il s'inspirer? On vous souffle derrière. On va dire la Suisse, mais en gardant l'esprit français. C'est-à-dire, voilà, un pays qui est indépendant, qui est souverain, qui essaye de protéger son identité nationale. Greg, il acquiesce en disant 117 000 euros à placer. Mais en gardant ce génie français que l'on connaît, en gardant cette grandeur française que l'on connaît. Voilà. Troisième question. Quel souvenir souhaitez-vous que l'on garde de vous? Bon, on vous garde un peu encore quand même, je vous rassure. À chaque fois, je le dis parce que sinon, on dit à chaque fois, c'est une... Écoutez, avoir contribué à mon modeste niveau à faire en sorte que la France, telle que je l'aime et à laquelle je me suis assimilé, puisse un jour revenir. Ah, parce que vous pensez qu'elle a vraiment disparu, la France, là?
En tout cas, elle est forte. Enfin, en tout cas, le pays dans lequel je vis aujourd'hui n'est que l'ombre du pays que j'ai connu à la fin des années 70 quand je suis arrivé. C'est d'ailleurs, on dit qu'en France, il y a un malaise identitaire, et c'est vrai, mais le malaise identitaire est beaucoup plus profondément ressenti par les Français assimilés parce qu'eux n'ont pas reçu la France en héritage par leurs parents, mais ont fourni un effort important qui n'était pas facile, parce qu'on dit l'assimilation, mais l'assimilation, ce n'est pas un processus facile. L'assimilation, c'est un processus difficile, un processus par lequel on se déleste d'une grande partie de sa culture d'origine, de son identité d'origine, pour en adopter une autre. Donc, alors on me dit, ouais, mais nul ne t'y obligeait. Si, quand même, parce que quand on immigre dans un pays pour en prendre la nationalité, c'est bien pour devenir autre. Si on veut rester soi, on reste soi chez soi. Ça, c'est clair. Avant-dernière question. Quelle est la plus grande des vertus? La patience. Vous seriez peut-être resté au Rassemblement National, vous seriez peut-être à la place de Jordan Bardella. Il était très patient. Voilà, exactement. La patience, parce que comme disait je ne sais plus qui, si on a la patience, on finit par avoir toutes les autres vertus. Éric Zemmour, il avait la patience? Il faut lui demander. Dernière question. Quel est l'événement qui a changé le cours de votre vie? Ma rencontre avec ma femme actuelle. Ah, racontez-nous. J'ai rencontré l'amour, tout simplement. Non mais, circonstances. Bon allez, c'est beau. On va laisser un peu de mystère autour de cette rencontre. Merci Jean Messia. On passe tout de suite au second et dernier débat qui s'annonce, je pense, explosif. À tout de suite. Le 49.3 pour les retraites, un déni de démocratie? Mais où est donc la démocratie sociale? Peut-on gouverner contre la rue et l'opinion publique? La motion de censure est-elle vraiment une arme face à l'utilisation abusive du 49.3? Voilà, alors on va parler de cette fameuse réforme des retraites, toujours avec notre invité Jean Messia, qu'on est ravi d'accueillir dans Bistro Liberté. Alors pendant donc qu'on parlait, eh bien on le voit en live, Ignace nous a encore gratifié d'une nouvelle caricature vous concernant. Jean Messia aimerait être Napoléon, mais avant de conquérir l'Europe, il faut commencer par la France. Et là, il y a du boulot. Voilà, elle est pour vous. Merci. Alors, cette fameuse réforme des retraites, on a l'impression que c'est un serpent de mer qui ne va jamais en finir. Donc, il y avait donc ces deux motions de censure avant-hier qui ont été rejetées. Alors, ça s'est vraiment joué de très peu, à 9 voix près. Il en fallait 287. Il n'y en a eu que 278 qui auraient donc abouti, si ça avait été donc jusqu'au 287, à la chute de ce gouvernement. Elisabeth Borne avait tweeté à peine donc ce vote donc de cette motion de censure Liot effectuée. Nous arrivons, je la cite, au terme du cheminement démocratique de cette réforme essentielle pour notre pays. C'est avec humilité et gravité que j'ai engagé ma responsabilité et celle de mon gouvernement pour notre système de retraite par répartition, pour notre modèle social. Et puis Olivier Dussopt a embrayé. La réforme des retraites est adoptée avec le rejet des motions de censure. Nous sommes concentrés sur sa mise en œuvre dans les meilleures conditions pour les assurer. Les équipes du ministère du Travail sont mobilisées sur ce chantier et sur tous les autres vers le plein emploi. Alors d'abord une réaction. Ça vous a étonné que cette motion de censure, en tout cas les 9 là qui ont apparemment manqué, ça va peut-être barder un peu pour eux, vous croyez ou pas? Je pense que oui. Vous savez, quand on est député, en tout cas dans cette situation, le choix est simple. Est-ce que vous pensez que vous devez être fidèle à votre parti ou fidèle à ceux qui vous ont élu? Donc après, chacun fait sa réponse. Mais moi, je crois que quand on est député, on est un élu de la nation, on n'est pas élu d'un parti. Donc la discipline qui consiste à, respecter la volonté du peuple. Alors vous allez me dire, oui, mais la volonté du peuple, c'est les sondages, etc. Non, c'est plus que ça. C'est-à-dire que quand vous avez effectivement des sondages auxquels, bizarrement, tout le monde croit, 15 jours ou 3 semaines avant un vote, tout le monde croit aux sondages, et d'ailleurs,
Il faut bien dire qu'ils se trompent assez peu souvent, même jamais, quasiment, en France en tout cas. Et lorsque vous avez des sondages qui, depuis des mois, vous donnent quand même une photographie de l'opinion publique à ce sujet qui ne prête à aucune confusion et à aucun doute. Que les Français n'en veulent pas, c'est ça? Plus de 70% des Français n'en veulent pas, et près de 80% des Français, plus de 80% des Français, 82 je crois, se disent en colère contre la politique économique et sociale du gouvernement. Donc on n'est pas sur des étiages où ce serait 55 ou même 60, on se dirait, bon, il y a la marge d'erreur. Là, c'est un rejet massif. Il y a aussi des mobilisations historiques dans le pays, parce qu'on a beau jeu de vous dire, ah oui, mais quand il y a 1,5 million de personnes dans la rue, ça ne représente pas tous les Français. Ah, c'est sûr que ça ne représente pas tous les Français, mais enfin, quelle autre cause dans une société atomisée, individualisée, qui n'a plus le goût de la conflictualité sociale, le goût de se battre pour quoi que ce soit, quelle autre cause a mobilisé 1,5 million de personnes dans la rue en France, on va dire ces 10 ou 15 dernières années? Il y a eu les Gilets jaunes, mais les Gilets jaunes, c'était quelques centaines de milliers, au plus haut. Au plus haut. Là, on est à 1,5 million et pas sur 1 ou 2 semaines. Donc, ne pas voir qu'il se passe quelque chose. Et d'ailleurs, ces grandes manifestations qui sont... parce que à une époque, si vous voulez, où la société est atomisée, 1,5 million de personnes en 2023, c'est peut-être 5 ou 6 millions dans les années 60 ou 70, au moment où il y avait justement cette... voilà, où la société était agie par des choses beaucoup plus collectives qu'elle ne l'est aujourd'hui. Donc moi, je crois, si vous voulez, qu'aujourd'hui, la situation est bloquée. Nous sommes véritablement face à une crise de régime. J'ai utilisé le mot déjà en début de semaine, avant le vote, chez Jean-Marc Morandini, mais je crois que aujourd'hui, je le confirme. C'est-à-dire que Emmanuel Macron, je ne vois pas comment il pourra garder, à moyen terme en tout cas, Elisabeth Borne, parce que nul doute qu'à court terme, vu son narcissisme... Marine Le Pen demande un changement de gouvernement. Voilà, vu son narcissisme, il ne débranchera pas... Narcissisme d'Emmanuel Macron, Non, d'Emmanuel Macron. Je pense pas. Alors, on peut lui faire beaucoup de reproches, mais je ne pense pas qu'Elisabeth Borne soit narcissique. En tout cas, Emmanuel Macron, il l'est. Il la débranchera pas parce qu'il aura l'air de se dédire, ou en tout cas de trembler devant le pays. Mais en même temps, à supposer qu'une des motions de censure soit passée et que le gouvernement soit tombé, quelle autre majorité aurait été susceptible d'être dégagée dans le pays pour former un gouvernement à peu près cohérent, à peu près homogène politiquement? Vous imaginez, et là pour le coup, le grief... Vous voulez dire aucune? Donc il y a aucune, une crise politique majeure. En fait, je suis d'accord avec... Oui, mais c'est à l'issue de cette dissolution. À l'issue d'une dissolution... il est possible qu'après une dissolution, s'il y a des élections... qu'il n'y ait pas de majorité absolue. Je ne crois pas, mais pas forcément absolue. Je ne crois pas. Je crois qu'on aurait eu un savant équilibre entre un môle progressiste, présidentiel, pardon. Il faut qu'il ait encore sa majorité relative. Non, mais je vous dis, si on avait dissous là, je ne sais pas si une majorité aurait pu se dégager. Je ne vois pas une majorité RN. Je ne vois pas non plus une majorité LFI ou NUPES. Pas de majorité absolue, mais une majorité relative. Mais même une majorité relative, vous vous rendez compte, une majorité relative, c'est-à-dire on est 577, on est au-delà de 250. C'est pas possible, ou 200. Donc ça aurait été ingouvernable. 275. Oui, ça a été ingouvernable. Est-ce que le pays n'est pas devenu tout simplement ingouvernable par justement le jeu des institutions? Ça, vous posez une grande question. Moi, je pense que, si vous voulez, la France n'est pas un pays plus ingouvernable qu'un autre. Je pense qu'effectivement, pays... moins réformable peut-être qu'un autre, ce que disent beaucoup de gens. Non, c'est-à-dire que... Alors, ça dépend de quel côté vous placez. Si, par la réforme, vous entendez une entreprise qui vise à démanteler ce à quoi ont droit les Français, ce pourquoi ils se sont battus parfois depuis des siècles pour l'avoir, effectivement, oui, c'est personne... Alors, juste pour clarifier, pardon de vous interrompre, mais votre position sur cette réforme des retraites, la vôtre, Jean Messia, c'est laquelle? Moi, la mienne, je militais, si vous voulez, pour une simple accélération de l'entrée en vigueur de la réforme Touraine. C'est-à-dire la réforme Touraine qui prévoit donc un départ à la retraite à 62 ans avec 43 annuités, elle visait à rentrer en vigueur en 2035. Il eût fallu l'accélérer pour faire une entrée en vigueur, je ne sais pas, en 2027 par exemple. Et vous vous rendrez compte qu'en réalité, si vous aviez accéléré l'existant, on aurait été sur des économies qui auraient été très proches de ce que nous prévoit le gouvernement à travers cette réforme. J'ajoute qu'en fait, le problème de l'âge de départ à 62 ans,
là je vais essayer d'être le plus simple possible, c'est pas tant qu'à 62 ans, les gens ont la garantie de partir avec une retraite à taux plein. Tant s'en faut. Mais les gens veulent pouvoir avoir la liberté de partir à la retraite à 62 ans, fût-ce avec une décote. Ce qui ne sera plus le cas avec la réforme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous n'aviez pas le nombre d'annuités, vous pouvez très bien décider librement de quand même prendre votre retraite à 62 ans avec la décote. Avec cette réforme, votre liberté, elle est décalée à 64 ans. Et donc la décote, si vous la prenez à 62, s'en trouve évidemment considérablement augmentée. Vous comprenez? Donc je pense que là, c'était une bataille pour une liberté. J'ajoute que quand vous avez 45% des gens en âge de prendre leur retraite qui sont déjà soit au chômage, soit malades, on a un vrai problème. Je pense qu'il y a la réforme de la retraite, si on ne veut pas que ça soit une réforme simplement comptable, qui vise, vous savez, les Américains, ils ont une expression très intéressante pour expliquer ce qui est en train de se passer, en tout cas ce qui se passe avec la réforme des retraites depuis maintenant une trentaine d'années, c'est la politique de kicking the can. C'est-à-dire, vous avez une canette de coca vide devant vous, vous marchez sur le trottoir, et donc c'est un petit obstacle. Donc vous la shootez avec votre pied, et vous dites « Ah, la canette a disparu ». Sauf que comme vous continuez à marcher, vous la retrouvez en fait un peu plus loin. Et bien la réforme des retraites, c'est pareil. On fait une réforme, on vous dit c'est la der des der, mais comme la démographie ne change pas et que l'emploi ne change, et notamment l'emploi des seniors ne change pas fondamentalement, les efforts consentis avec une réforme dans les années 90, puis avec une réforme dans les années 2000, ne suffisent pas. Et il est clair que cette réforme-là, elle ne suffira pas et qu'en 2030, on vous dira, ah bah oui, mais comment dirais-je, le ratio entre actifs et retraités s'est encore dégradé, il va falloir encore une réforme pour améliorer. Donc si demain c'est 64, mais après-demain ça sera quoi? 66, 68, 70, on s'arrête où? Et donc la question de la retraite doit être pensée dans une réforme beaucoup plus systémique, beaucoup plus générale, qui prennent en compte la politique familiale, qui prennent en compte une politique économique susceptible de réindustrialiser le pays. Quand vous avez quand même, toutes catégories confondues, près de 5 millions d'inactifs en France, sans parler des travailleurs, de l'effet de travailleurs découragés, c'est-à-dire ceux qui s'inscrivent depuis tellement longtemps au chômage qu'aujourd'hui ils ne pointent plus, eh ben, il y a peut-être quelque chose à faire à ce niveau-là, vous voyez. Mais au-delà du désaccord, vous pensez qu'on a vécu un déni de démocratie avec ce 49.3, vous? Alors il y a deux lectures. Il y a la lecture, encore une fois, comptable, juridiste, managérial, qui consiste à dire, bah nous, on est au clean, on a utilisé des outils constitutionnels, des outils légaux, et ça fait partie de la démocratie, enfin, et c'est vrai, d'une certaine façon, avec une lecture étriquée. Mais le problème, c'est que quand vous élisez un président de la République, qui plus est dans les conditions dans lesquelles il a été élu, ça ne peut pas être un blanc-seing généralisé pour faire ce qu'il veut. Enfin, je veux dire, personne en France ne croit qu'Emmanuel Macron, lorsqu'il a été élu, c'était un blanc-seing pour une application immédiate de sa réforme des retraites. On est encore en démocratie, selon vous? La légalité et pas la légitimité. Voilà. On est encore en démocratie, oui, mais c'est pas légitime. Oui, mais c'est légal. Moi, je crois que la démocratie est quand même passablement écornée. Mais là, vous venez de dire, en fait, on aurait pu réfléchir, on aurait pu aborder le problème sous différents angles. Mais moi, j'ai le sentiment très net que d'un côté, on a des grands fonds d'investissement, des grands cabinets de conseil en stratégie qui dictent à l'oreille de notre président, et de l'autre, on a une Union européenne qui a les mêmes qui lui dictent, et on est pris en tenaille, donc on n'a plus à réfléchir, et on est dans des astuces de politique politicienne, en fait, pour nous faire entrer dans la seringue de toutes les décisions, une par une. Et je dis bien seringue, puisque ça a commencé il y a quelques années et ça continue. Donc les retraites là, c'était le pass vaccinal, ça va être peut-être le portefeuille numérique avec l'identité numérique, etc. Et donc c'est très naïf de croire qu'en étant très intelligent, on réussit à reprendre le pouvoir, puisqu'on voit qu'en fait les décisions, elles ne viennent pas de nous. Et là, on revient à ce que vous disiez en introduction en parlant du Frexit, qui avait été abandonné. Et je pense que c'est la vraie question quand on veut parler des retraites et d'une réforme des retraites, c'est est-ce qu'on veut la faire en tant que France autonome d'influence extrêmement nette de gens en fait qui veulent racheter, enfin pas racheter d'ailleurs, se faire offrir la manne des retraites, donc les BlackRock, etc., Vanguard, enfin pour les citer, et de l'autre côté, l'Union européenne qui impose des normes à chaque pays pour niveler. Ils ne l'ont pas fait pour les taxes, mais ça les intéresse de le faire pour les retraites. C'est quoi votre position là-dessus ?
Revenons au Frexit. Donc, je pense que si vous voulez, indépendant ou pas, il faut bien faire quelque chose pour nos retraites. Après, si vous voulez, la servitude dont vous parlez, parce que Éric Ciotti dit ça. C'est une servitude volontaire. Voilà, voilà, encore une fois, le traité de Maastricht. Alors c'est vrai qu'après le traité constitutionnel, évidemment, la France ayant avalé l'arnaque qu'a été le traité de Maastricht, elle s'est ressaisie en 2005 pour voter non, et le système lui a imposé à travers le vote Sarkozy. Ils ont fait passer par la fenêtre ce que le peuple avait refusé par la porte. Et depuis, bizarrement, évidemment, il n'y a plus aucune consultation sur la question. Bon, le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est... Alors, il est en partie là, bien sûr, et moi je reste convaincu qu'une France libre et indépendante est nécessaire et requise. Je ne suis pas nécessairement pour le Frexit, parce que le Frexit, c'est quelque chose qui, politiquement, si vous voulez, n'est pas porteur. C'est pas porteur, c'est un peu comme dans les années 50. Lorsque... Là, vous n'êtes pas d'accord avec, par exemple, Florent Philippot? Je ne suis pas d'accord avec Florent Philippot. C'est-à-dire, si vous êtes... Moi, je crois qu'à l'intérieur de l'Europe actuelle, si vous portez votre voix nationale, on est capable d'obtenir beaucoup de choses. Et regardez ce que fait l'Allemagne. L'Allemagne impose son intérêt, ça ne l'a pas empêché de s'enrichir. Notre problème, c'est que nous avons des élites qui, pendant qu'elles construisaient l'Europe, l'Allemagne, elle construisait l'Allemagne. Donc elle continue. Voilà. Donc si vous voulez, c'est ça le problème, c'est que nous avons des élites qui ont été dénationalisées d'une certaine façon. Et donc s'il y a quelque chose à renationaliser en France, ce sont nos élites. Voilà. Et je pense que, honnêtement, je pense dire aujourd'hui, je ne vois pas un candidat à l'élection présidentielle gagner l'élection présidentielle sur l'idée qu'il faut sortir de la zone euro ou sortir de l'Union européenne. Pas plus d'ailleurs que le général de Gaulle ne serait probablement revenu au pouvoir en 1958 s'il avait annoncé dès 1955-1956 qu'il sortirait de l'Algérie. Oui, mais si un homme politique explique que l'Europe, c'est un gros problème sur la politique énergétique, c'est un énorme problème. C'est déjà le cas. C'est ce qu'on explique. Eh ben, il est capable petit à petit de faire comprendre aux Français que c'est une absurdité. Il faut être aux commandes pour ça. Moi, je pense... Allez, on va laisser répondre Jean Messia et Mike intervient après. C'est très simple, si vous voulez. C'est qu'aujourd'hui, c'est pas tellement l'Europe de Bruxelles, si vous voulez, qui dicte ça, c'est surtout les marchés financiers. On a quand même, si vous voulez, aussi dénationalisé notre dette publique. C'est-à-dire qu'à partir des années 90, on trouvait, y compris, c'est ça qui est dingue, on trouvait... Comme le mot national, c'est considéré comme une maladie chez nos élites, le fait que la dette publique soit nationale, c'était une maladie. Donc il fallait absolument, elle aussi, la mondialiser. Donc on a créé l'agence France Trésor, qui est un démembrement de l'administration centrale, en tout cas du ministère de l'économie, et qui, tenez-vous bien, est chargée de placer les titres de notre dette à l'international. Tant et si bien que nous avons un des taux d'épargne les plus élevés dans le monde, qui pourrait suffire à nous rendre autosuffisants en matière d'endettement, c'est-à-dire que l'épargne nationale finance le besoin de financement national, et non, c'est national. Donc, bar, caca, pipi, c'est pas beau, il faut changer. Donc, aujourd'hui, on a plus des 2/3 de la dette publique française qui est détenue par les étrangers. Mais qui dit dette publique détenue par des étrangers, dit perte, et là on en parle assez peu souvent, perte de la souveraineté financière. Mais c'est pareil pas pour seulement le CAC 40, budgétaire. Hein, exactement, mais exactement. C'est pareil pour les outils de production. Alors, pourquoi un pays comme le Japon sait vivre avec une dette publique sur PIB de plus de 200% depuis maintenant 20 ans? Parce que la dette publique japonaise est nationale. Donc le risque systémique que font courir des épargnants nationaux à leur propre nation est évidemment, en toute logique, beaucoup moins élevé que le risque systémique que peuvent faire courir des investisseurs internationaux qui, eux, sont dans l'arbitrage permanent et pour lesquels un titre du Trésor français n'est qu'un titre parmi d'autres, y compris des titres privés d'ailleurs. Comprenez? Donc aujourd'hui, mais encore une fois, et je termine par là, c'est que c'est pas une réforme des retraites qui prévoit au mieux une économie de 10 milliards
qui va nous recrédibiliser auprès des marchés financiers à qui on doit les 2/3 de 3 000 milliards. Enfin, on est chez les dingues. Pourtant, Éric Zemmour était pour cette réforme des retraites. Non, mais Éric Zemmour... il aime bien les suicides politiques, en Non, fait. Éric Zemmour était pour une réforme des retraites, mais encore une fois, c'était dans un cadre global de retour de la souveraineté, de retour de la réindustrialisation, d'une politique du travail, il était etc. pour la retraite à 64 ans. Ben oui, mais dans un autre cadre. Là, le gouvernement, il nous sort ça du chapeau, mais il fait rien, ni sur la souveraineté, ni sur la... Qu'est-ce qu'a fait le gouvernement en matière de relocalisation, en matière de réindustrialisation de la France pour remettre au boulot les millions de Français qui sont pour partie au RSA et pour partie au chômage? Rien. Donc c'est pour ça que... À la limite, si on fait une vraie politique d'ensemble, de réindustrialisation de la France, une politique de vrai plein emploi national, et qu'en fin de compte, on dise, bon, bah, compte tenu de la photographie du déséquilibre actif-inactif aujourd'hui, ça nécessite un passage de l'âge de la retraite à 64 ans, mais ça sera le dernier, parce que après, tout le reste a été réglé et que nous avons aujourd'hui un nombre d'actifs, compte tenu du fait que nous avons remis des millions de personnes au chômage, le nombre d'actifs et d'inactifs va être équilibré, va s'améliorer. Il n'y a plus besoin. Pardon ? Au travail, vous voulez dire, vous avez dit du fait qu'on a remis des millions de gens au chômage. Ah pardon, excusez-moi, oui, non, ça c'est Macron qui met des millions de personnes au chômage. Mais dites-moi, on va revenir sur la motion de censure qui n'est pas passée. Alors, moi, vous savez, cher Éric, j'étais ancien attaché parlementaire, j'ai fait ça très très longtemps, donc je sais comment ça se passe, surtout à LR, parce que j'étais à l'UMP, j'étais chez Sarko. Bon, il y a évidemment le ministère qui appelle, il vous dit « Ah, ben, monsieur, vous êtes peut-être pas content, écoutez, on va vous filer 200 millions pour votre circonscription et votez pour nous. » Et ça s'est passé comme ça, d'ailleurs. Ça veut dire que les 9 LR qui n'ont pas voté la motion de censure, ce sont des salopards, ils ont été achetés, et ça, faut le dire. Après, moi, j'ai une question. C'est peut-être des convictions. Non, mais c'est peut-être des convictions. Mais un petit contrôle fiscal pour vérifier. Ouais. Alors, j'avais une question aussi à monsieur Jean Messiaen. C'est que, ok, c'est vrai, vous avez quitté le RN pour M. Zemmour, mais est-ce que vous ne regrettez pas, parce que là, aujourd'hui, vous auriez été député et vous auriez eu votre voix à l'Assemblée nationale beaucoup plus importante que vous l'avez aujourd'hui? Bah, il n'aurait pas été député, Zemmour n'a pas député. Mais s'il aurait... Non, mais il aurait été... Il était resté au RN. Ah, au RN, pardon, pardon. Encore eût-il fallu qu'il puisse investir. Il aurait donné une circonscription. Moi, j'ai vu des pimpins. Franchement, j'ai vu des pimpins au RN qui sont devenus députés. Ah, faut arrêter. Il aurait eu sa circonscription, de belle circo. Pas à Paris, parce que Paris, vous avez... Électoralement, ça vaut rien, en tout cas pour le RN. Mais en province, dans le Var, dans le Vaucluse, dans des coins comme ça, vous l'aurez eu. Obligé. Oui, mais pour faire quoi, en fait? Pour être député, oui, pour être leader. Pour être un leader. Ben, un leader, j'en sais rien. Des 89 députés initiaux, 88 aujourd'hui députés du RN, vous en avez entendu combien? Ben justement, vous avez une autre stature que les 80 et quelques députés. Oui, mais justement, c'est pas toujours une bonne nouvelle au RN, ça. Mais ils étaient obligés de vous Ça veut dire quoi, investir. ça? C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire de l'ombre au chef? C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a quand même une discipline à l'intérieur du groupe RN qui est tenue d'une main de fer par Marine Le Pen et qui, évidemment, elle accorde... les gens ne parlent pas, quoi. Enfin, oui, mais qu'elle n'ait pas voulu vous donner une circonscription. Non, mais c'est même pas ça. Parce que, ça, je peux le comprendre. Non, mais c'était pas une circonscription, c'était pour les municipales. Non, pour les municipales à Paris, parce qu'ils ont donné à un autre. Ça, à la rigueur, vous n'avez rien perdu parce que l'autre, il a fait 1. Donc, j'aurais pas fait 1. Oui, mais vous aurez peut-être fait 5, pas plus. Mais c'est déjà énorme. Comment est-ce qu'un parti, si vous voulez, qui se prétend représenter la France, peut-il ne pas avoir de candidat maison dans la capitale de la France? Mais vous n'auriez pas voulu être dans une circonscription gagnable? Oui, mais ça c'est autre chose. Moi, je vous parle des municipales. Sur la circonscription, j'étais candidat en 2017 dans la 4e de l'Aisne, probablement que j'aurais gagné si je l'avais conservé. Mais le problème, c'est que je ne pense pas que ce que vous dites est vrai. Je crois qu'on a moins d'influence à l'Assemblée nationale que sur les plateaux de télévision et sur les réseaux sociaux. C'est comme ça. Paraît qu'en attendant, cette motion de censure transpartisane n'a pas été votée, que la retraite, ce sera à 64 ans. Ben, je sais pas. La deuxième partie commence là. Et voilà, l'histoire n'est pas écrite. C'est celle que Macron a déterminée, il a donné les règles. Et elle va jouer dans la rue. Je retirerai si Paris est en feu ou si quelqu'un meurt. C'est ce qu'il a dit. Ouais. Il a donné les règles. Il va pas chialer après. Hein. Paris était en feu. Bah oui, 2 jours. Il attend de voir. Non, mais si attendez, il y a aussi le Conseil constitutionnel, parce que il faut rappeler quand même que cette loi, ce n'est rien d'autre qu'une loi fourre-tout,
avec des cavaliers budgétaires. C'est une loi Fabius, le président du Conseil constitutionnel. Oui, mais si on adopte un point de vue strictement juridique, il s'agit d'une loi qui multiplie les cavaliers budgétaires. C'est une loi rectificative. Vous pensez qu'elle peut ne pas passer par la voie réglementaire? Je pense que ça serait une porte de sortie qui satisferait tout le monde. C'est-à-dire Macron aurait montré devant tous ceux qui sont pour en disant voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire tout au long du processus. Les autres diraient nous avons gagné parce que c'est nous qui avons déféré, le Conseil constitutionnel nous a donné raison. C'est peut-être vers ça qu'on se dirige. Ouais, mais ça, c'est la politique fiction. Oui, c'est la politique fiction. Fabius a accordé toutes les lois possibles imaginables, toutes les lois liberticides, il les a accordées pour M. Macron. Donc, pourquoi il refuserait celle-là? Oui, parce que c'est les lois liberticides dont vous parlez, elles ont quand même suscité beaucoup moins d'opposition et de violence que celle-ci. On n'est pas dans les mêmes contextes. Il n'y a pas eu de motion de censure, il n'y a pas eu de risque à 9 fois après de faire tomber le gouvernement, etc. Non, mais il y avait 350 députés macronistes aussi. Aussi, oui. Il y avait une majorité absolue. Myriam, tu penses quoi de cette séquence? De quelle séquence? Qu'on vient de vivre là, avec ce rejet des motions de censure, l'avenir de Macron. Moi, personnellement, je me dis qu'on a les mesures qu'on mérite, très sincèrement. C'est écrit dans le programme, c'est ça? C'est écrit dans le programme. Ils ont voté pour lui. Ils ont dit que c'était un grand démocrate. Le 49.3 prouve que non. Bon, alors maintenant, on va voir. Moi j'encourage les gens à aller dans la rue et à faire part de leur mécontentement. Mais à un moment donné... Tu vas toi-même, d'ailleurs. Oui, j'y vais moi-même. J'ai failli me prendre un pavé. Mais bon, bref. Mais à un moment donné, fallait pas le mettre au pouvoir, en fait. C'est tout. Non, mais on revient... Mais l'argument, il scissionne. L'argument qui consiste à dire... ça, je vois tout le YouTube Réac qui est dans ce truc-là. Mais fallait pas voter pour lui. Antisémite, anti-vax, non, j'ai pas dit toi. J'ai dit le YouTube. J'ai pas dit toi. Je te dis que l'argument consiste à aller après dire regarde le prolo, il a voté pour... Il a fait barrage à la haine et maintenant il chiale. N'est pas forcément méga productif. Oui, ces gens-là n'ont pas autorisé aux autres la liberté de voter Marine Le Pen sans être le péniste. Et eux s'accordent le droit d'avoir voté Macron sans être macroniste. Mais c'est pas pour ça qu'il faut aller couper le truc. Elle a été minable, elle était nulle, personne n'avait envie de voter pour elle après le débat du deuxième tour. Faut pas se faire d'illusions. De toute façon, il n'y a aucun, pour moi, à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a aucun élu qui nous mérite. Très clairement. Je pense qu'elle lui aurait mis 9-0, ça aurait été pareil. Non, je pense. Ah non, alors ok, tu fais le match de l'année. Mais vraiment, tu fais le match de l'année et... Elle l'a pas fait, donc la question se pose pas. Clair. Mais même en faisant le match de l'année, ça aurait quand même été ric-rac. Il faut pas être grand clair pour dire que si effectivement Zemmour avait été au deuxième tour et que le débat du deuxième tour, ça aurait été Zemmour-Macron, ça aurait quand même eu une autre gueule. Oui, mais Zemmour, il n'a pas été très bon face à Valérie Pécresse. Oui, mais parce qu'elle arrêtait pas de gueuler. Mais vous dites que vous ne croyez pas aux élections. Non, mais Zemmour, le problème, c'est qu'il a révisé l'islam toute l'année, c'est l'Ukraine qui est tombée au contrôle. Vous ne croyez pas aux élections. C'est ce que vous avez dit. Attends, c'est ce que vous avez dit au début d'émission. Vous ne croyez pas dans les élections. Non, je crois pas. C'est pas que je crois pas aux élections. Je crois pas que le changement systémique puisse advenir aujourd'hui par l'élection. Alors comment peut-il se faire ce changement ? Mais comment peut-il se faire ? Parce que pour prendre le pouvoir, il y a deux choses. C'est soit l'élection, soit le coup d'État. Lisez l'histoire de France. Donc vous pensez que le coup d'État comme en 58 ou Brumaire, par exemple, à 18 Brumaire, peut arriver aujourd'hui ? C'est-à-dire, je ne sais pas, si effectivement, ça ne sera pas la première fois que dans l'histoire de France, que la France connaîtra des périodes de turbulence politique et sociale. Après, d'où Napoléon. Voilà, ce qu'il en sortira, j'en sais rien. Mais encore une fois, moi, je ne souhaite pas ça. Il faut bien le dire, parce que ces périodes de turbulence sont des périodes en général très sanglantes, que personne ne peut souhaiter pour son pays. Mais malheureusement, les élites françaises, historiquement, n'apprennent jamais des erreurs de leurs prédécesseurs. Jamais. Mais vous, qu'attendez-vous ? Est-ce que c'est l'élection ou c'est le coup d'État ? Moi, j'attends que les Français ouvrent les yeux sur la réalité du pays dans lequel ils vivent, prennent leur vote, se bougent les fesses et aillent voter pour faire tomber ce pouvoir. Mais là, il n'y a plus d'élections, il n'y a plus que les européennes. Vous avez dit que vous n'y croyez pas à ces élections. Non, mais si, mais encore une fois, je crois que moi, je crois aujourd'hui que ça ne peut pas advenir. Mais si je crois... Enfin, encore une fois... Parce que les gens n'ont pas pris conscience. Voilà. Et bon, en fait, j'essaye... Non, mais attendez. J'essaye justement... L'inflation, ça va réveiller tout le monde. J'essaye justement de ferrailler le plus possible sur les plateaux et dans l'opinion publique et dans les débats publics pour essayer d'ouvrir
d'ouvrir les consciences, d'ouvrir les yeux et de susciter un réveil. Et Jean Messia, une question un peu plus philosophique. Est-ce que vous pensez qu'un gouvernement peut gouverner plutôt contre son opinion publique de manière générale? Est-ce qu'il peut? Je crois que c'est ce qu'on fait depuis des dizaines d'années maintenant. Hein. Enfin, je veux dire, on sait très bien que... Réformer contre son opinion publique, est-ce que l'opinion publique a toujours raison? Voilà, le courage en politique en France est d'ailleurs assez singulier comme notion, parce que le courage consiste à gouverner contre la volonté du peuple. C'est-à-dire l'homme politique qui est réputé... Thatcher en Grande-Bretagne... L'homme politique qui est réputé courageux en France, c'est celui qui arrive à faire avaler au peuple français, contre son gré, une petite proportion de cyanure en lui disant hey, « c'est un biscuit en fait ». Voilà, c'est un prestidigitateur. Mais en fait, la France n'est pas irréformable ou n'est pas ingouvernable. Si demain, à la tête de la France, il y a un président qui... Quel doit être le pouvoir de... les 1200, il faut une réforme pour mettre le SMIC à 2000 euros. Exactement. Je veux dire que demain, les manifestants... Exactement, mais c'est la même chose pour tout. Si demain, vous avez un président qui dit « je vais arrêter l'immigration », qui fait un référendum là-dessus, vous n'aurez pas une majorité qui va dire non. Mais quelle doit être la place du pouvoir de la rue par rapport au pouvoir des urnes? C'est ça la question de fond. Écoutez, en fait, c'est pas aussi simple. C'est-à-dire que là, on parle quand même d'une confluence. C'est-à-dire, il y a les sondages sur long terme. Les sondages, ils sont souvent trompés. Il y a l'ampleur des manifestations sur le long terme. Ça dit quelque chose quand même. Et il y a l'opposition parlementaire. C'est la caisse de résonance de ce qui se passe dans le pays. Donc c'est quand même la première fois que ces trois planètes sont aussi bien alignées. On ne peut pas dire qu'il ne se passe rien dans le pays. Si le gouvernement lui-même et le président de la République lui-même en a peur, ou en tout cas s'interroge, c'est bien qu'il se passe quelque chose d'assez singulier dans ce qui s'est passé ces dernières années. J'ajoute que, en fait, tout le monde dit « Ah ouais, mais c'est comme les Gilets jaunes ». Non, parce que les Gilets jaunes, en fait, même s'ils étaient moins nombreux dans la rue, ils ont davantage effrayé. Pour une raison simple, c'est que les Gilets jaunes, c'est une éruption populaire du peuple profond, celui qui avait été invisibilisé, qui avait été rendu invisible au radar médiatique et politique, qui sort spontanément du et puis au final, il n'a pas abouti sur grand-chose. Hein. Donc, si vous voulez, on n'est pas dans les schémas classiques des grandes manifestations syndicales organisées, structurées par les syndicats, avec des revendications précises. C'est vraiment... Mais si c'est à partir de là que ça a été refusé, ça continue. Là, par contre, on sort, parce que ces manifestations sont censées s'arrêter une fois le vote de la loi fait. Si là, ça continue, on revient plutôt à la jacquerie Gilets jaunes. C'est mon analyse, c'est-à-dire qu'effectivement, il n'est pas du tout exclu, et même il est fort probable, qu'il y ait une gilet jaunisation du mouvement qui est originellement syndical. Et elle est même déjà un petit peu là, parce que moi je me souviens, quand on regardait, tous les jours sur Twitter, je vois des vidéos de flics qui se font frapper dans le dos, foutre au sol, qui se prennent des clés de bras, qui se prennent des tacs, des trucs. Je crois pas dire de conneries en disant que quand les Gilets jaunes ont commencé, il a fallu attendre quand même pas mal de temps avant que ce genre de choses arrive. Oui, il y avait eu toute une période tampon, la fameuse qui sert jamais à rien, la police avec nous. Mais là, les gens, il n'y a pas eu, hein. Il n'y a pas eu la police avec nous. Ça a démarré tout de suite, hein. Non, mais les gens y croyaient, si tu veux. Mais pas du tout. Il n'y a pas eu le démarrage des policiers dès le début. Ils ont de toute façon, tant que les forces de l'ordre basculent pas, je vois pas comment ça peut basculer dans la rue. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est si M. Emmanuel Macron, si jamais les manifestations spontanées continuent, s'il va continuer à se servir de la police comme il est en train de le faire actuellement, parce qu'on n'a jamais autant enregistré de violences policières que ces dernières années. Donc voilà, je me demande si le peuple fait entendre sa voix dans la rue, est-ce qu'on va... Alors ça, c'est un sujet encore sensible. Est-ce qu'on va pouvoir parler enfin parler de dictature? Vous savez, il n'y a pas de pouvoir policier en France. C'est-à-dire, c'est pas la police qui décide pour elle-même ce qu'elle va faire. Il y a pas de... La police, elle est au service d'un pouvoir élu. C'est comme ça que la République l'a conçue, si vous voulez. Donc en fait, la police, elle est là pour exécuter des ordres politiques. Donc si un ordre politique vient et dit « bon, allez-y, tapez », le flic, soit il obéit, soit il se démet. Il n'y a pas de... parce que c'est un peu facile de faire du flic bashing, on avait bien besoin d'eux par ça. Non, mais c'est pas eux la catégorie. Ce qu'a dit M. Jean Messia, ça veut dire que si demain, le régime dit, comme à l'époque de Clémenceau, il faut tirer sur la foule, et le policier va tirer sur la foule. On n'en sait rien. Si ça arrive à des ordres comme... C'est possible. Non, mais moi je dis qu'à partir du moment où les forces de l'ordre ne basculent pas,
je ne vois pas comment dans la rue peut menacer le pouvoir. En général, quand ça a basculé historiquement, c'est pas parce que la police a refusé de tirer sur le peuple, c'est parce que l'armée a refusé de tirer sur le peuple. C'est quand il y a congruence entre le pouvoir militaire et les gens qui manifestent. La police, elle, je crois que même en 1944, les mecs s'étaient pas plus révoltés que ça. Mais là, c'est très l'armée. C'était l'armée toute petite et la gendarmerie. Mais depuis, voilà, il y en a énormément qui l'ont fait. Il faut le soutenir, mais il faut attendre vraiment la limite. En général, l'armée, c'est plutôt la question de qu'est-ce que fait l'armée. Non, mais parce que qu'est-ce que fait la police qui est dans son rôle. Je suis pas d'accord avec ça parce que l'armée aujourd'hui n'est plus ce qu'elle était il y a du temps de l'armée des conscrits. Je suis d'accord. Elle a plus le même pouvoir et encore moins depuis 40, si vous voulez. Alors elle a eu un peu redoré son blason avec le général de Gaulle qui l'a doté de l'arme nucléaire, qui a doté de la France d'une véritable industrie de défense parce que ça date de là. Donc il y a une forme, mais on voit bien que tout ça est en train de se déliter. D'ailleurs l'armée est une armée de professionnels, l'industrie d'armement passe à volo. Enfin bon, donc aujourd'hui, effectivement, en tout cas pour l'ordre intérieur, ce sont les forces de l'ordre qui sont devenues clés dans l'affaire. Et c'est surtout même pas un problème de puissance et d'influence de l'armée, c'est un problème, comme vous le dites, d'armée, de professionnels. Parce que pourquoi est-ce que le soldat français ne tirait pas sur le peuple des barricades? C'est parce qu'en fait, le mec qui était en face de lui, c'était son cousin, c'était son frère, c'était son voisin, c'était le mec qu'il connaissait dans son quotidien. Parce que l'armée irriguait l'ensemble de la société. Et quand on va arriver à la prochaine étape de ça, qui a déjà été amorcée en Union européenne avec des opérations de maintien de l'ordre françaises qui seront assurées par des forces militaires, voire policières étrangères, parce qu'il y a eu, par exemple, entre la France et l'Allemagne, des tentatives de mise en place, de maintien de l'ordre par des... Là, le mec, il en a même plus rien à foutre, en fait. C'est même pas son peuple. Donc, plus tu professionnalises l'armée, moins ce militaire ne va reconnaître... Non. Imaginons 2 secondes qu'il y a un casting. Emmanuel Macron vire... Madame Borne et se dit je vais écouter des gens qui ont des idées. Alors il y a ce monsieur Messia et je vais le nommer à l'intérieur. Voilà. Et vous avez 2 minutes pour le convaincre que vous allez vous lui dites quoi recréer la paix, une forme d'unité, cohésion. Non, mais moi je vends, si vous voulez, moi je vends pas mon indépendance pour un plat de lentilles ou pour un. Mais justement, mais là on vous donne le pouvoir. Il faut lui dire ça. Mais qu'est-ce que vous lui dites d'autre? Si M. Emmanuel Macron me reçoit, je vais lui dire ma vision de la France. Alors, mais tout le monde veut l'entendre. Pardon ? Ma vision de la France, c'est que premièrement, il faut évidemment retirer cette réforme parce que c'est elle qui cristallise tous les refus actuellement. Donc il faut avoir le courage de se couper peut-être un doigt plutôt que de se couper un bras. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, qu'on lui coupe un bras. Voilà, qu'on lui coupe un bras. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est après, c'est tous les domaines. Je lui dis, il faut effectivement arrêter l'immigration. Il faut construire des places de prison pour déverrouiller la chaîne pénale, pour traduire en justice beaucoup plus sévèrement ceux qui foutent le bordel. Il faut virer ou les criminels, oui, les criminels, enfin tout. Lui, vous êtes en train de lui dire il faut que vous alliez en tôle. Non, pas forcément. Mais je crois qu'il y a plus grave que lui dans le pays pour l'instant. Et puis évidemment expulser. Emmanuel Macron, non, je crois que c'est lui le. Non, mais je veux dire. Non, mais il ne faut pas exagérer. Il faut qu'il soit recruté. Non. Et puis après, si vous voulez, il faut lui dire que tous les gens qui sont chez nous, par exemple, qui soit foutent le bordel, soit ne foutent rien, soit les deux, dégagez. Myriam Palomba vient justement, par ce qu'elle vient de dire, de révéler ce qu'une bonne partie des Français disent. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron sera peut-être le président qui aura été le plus haï de toute l'histoire de la Ve République. Vous avez conscience de cette haine dans le pays à l'endroit d'Emmanuel Macron? Alors, ça dépend de quoi on parle. Est-ce que c'est la haine de la politique, c'est-à-dire de ce que fait Emmanuel Macron, ou est-ce que c'est la haine d'Emmanuel Macron lui-même? Voilà, c'est les deux, exactement. On va pas se mentir. Non, on va pas se mentir. Et donc, moi, je pense que la nouveauté, si vous voulez, parce que la politique telle qu'elle est conduite depuis une quarantaine d'années en France, elle suscite très rapidement un rejet. Immédiatement après que le pouvoir que les Français ont élu, les mêmes Français vont le détester. Donc ça fait quand même 40 ans que ça dure. Mais par contre, la nouveauté, c'est que le degré de détestation, voire de haine, de la personnalité du président atteint des niveaux paroxystiques. Mais il faut dire qu'il tend aussi le bâton pour se faire battre. Quant au cœur des grandes manifestations contre la réforme des retraites, qui font 1,5 million de personnes à travers toute la France. On voit le président de la République, une binouse en l'air, en train de se dandiner dans une boîte de nuit entièrement masculine en Afrique. Excusez-moi, mais ça pose problème. Ça, cher monsieur Messia, ce n'est pas passé dans les JT du 20h. Et sur les réseaux sociaux. Oui, mais c'est pas assez. Ouais. Alors, je voulais vous poser une question, monsieur Messia. Vous avez parlé au tout début de l'émission que vous auriez aimé aller au présidentiel. Est-ce que, justement, vous ne regrettez pas de ne pas y être allé? Parce que je pense que vous auriez été un meilleur candidat qu'Éric Zemmour. Mais dès l'instant l'autre y allait, ça faisait doublon. Je pense qu'il y avait un espace, effectivement, en 2022,
qu'il y avait un couloir à prendre. Je pense que dans d'autres circonstances... là, c'est plutôt une porte qui s'est prise. Je pense que dans d'autres circonstances où j'aurais été peut-être... parce que bon, je vous dis ça pas ça par hasard, j'ai fait faire un certain nombre de sondages à la fois sur ma notoriété, ma popularité, etc., qui donnaient des résultats et surtout une évolution qui était assez spectaculaire de par ma médiatisation, etc. Donc c'est vrai qu'il y avait un couloir à prendre. Bon, il se trouve que Éric Zemmour, qui a quand même 10 ans de plus que moi, donc il a 10 ans d'expérience, de médiatisation, de livres écrits. Pas de politique. Oui. Les livres écrits, c'est bien, mais bon, ça voilà. Comme disait Buisson, un lecteur n'est pas un électeur. Voilà. Exactement. Je pense a posteriori que j'aurais bien fait de tenter ma chance, mais de toute façon, on aurait été trop de deux. Et comment jugez-vous sa campagne ? Moi, je trouve, si vous voulez, que sa campagne de l'intérieur a été magnifique. Moi, j'ai vu des choses que je n'avais pas vues même en 2017 et même avant le débat présidentiel de Marine Le Pen. Il y avait, quand on allait dans les meetings et qu'on entendait les gens, qu'on voyait à la fois la galvanisation, l'émulation des gens, il y avait quelque chose de magnifique, de beau, qu'on n'avait jamais vu depuis très très longtemps en politique et lors d'une campagne présidentielle, avec notamment beaucoup de jeunes qui se mobilisaient, des bénévoles, des militants par milliers, puis par dizaines de milliers. C'était quelque chose d'assez unique. Et en fait, quand moi j'ai eu la chance de prendre la parole au Trocadéro, pour l'un des derniers meetings de la campagne où il y avait une marée humaine comme je n'en avais jamais vu de ma vie. Même dans les grands meetings RN Même dans les grands meetings RN. Et je vais vous dire, même partout où on allait en France, où on avait des meetings, même dans des villes petites et moyennes, il y avait des queues interminables pour rentrer, même quand ce n'était pas Éric Zemmour lui-même, même quand c'était l'un de ses porte-parole que j'étais à l'époque. Donc pourquoi ce résultat alors ? C'est ça, moi c'est ça qui me comment vous l'expliquez ce résultat ? C'est-à-dire j'ai découvert en fait qu'on était rentré dans l'ère de la dématérialisation de la politique. C'est-à-dire qu'on peut avoir une campagne de terrain qui est extrêmement belle, qui attire beaucoup de gens, et une campagne comme ça dans les années 80, c'était 25 à 30% dans les urnes. Mais est-ce que vous êtes d'accord en 2023 Est-ce que vous êtes d'accord avec Jacqueline Moreau, qui est une de mes amies, qui m'a dit Monsieur Zemmour méprise le peuple. Et Jérôme Rivière le dit aussi d'ailleurs. On va laisser Jean Messia répondre. Moi, alors, mépriser, le mot est fort. Je ne pense pas qu'il méprise le peuple, parce que d'un point de vue humain, Éric Zemmour est une personnalité très affable et très généreuse et qui rigole et qui va au contact des gens. Il a gardé, un peu comme moi, ce contact oriental de la foule, la chaleur, de la Méditerranée. Donc les gens le sentent, ça. Ils sentent qu'il y a quelque chose de vrai. Le mec parlait sans doute de mépris intellectuel. Mais non, il n'y a pas... Quand il dit les Français sont analphabètes, il a dit ça. Moi, je n'ai pas souvenir de l'avoir entendu, en tout cas. Mais, il l'a dit dans ce comité exécutif, ou pas ? Non, je n'ai pas souvenir. Vous n'étiez pas, alors ? Je n'ai pas souvenir de l'avoir entendu. Gilbert Collard le dit, Jérôme Rivière le dit. Moi, je ne l'ai jamais... En tout cas, même s'il l'avait dit dans ce comité-là, si c'est quelque chose qu'il pense vraiment, il l'aurait répété, même en confidence privée. Moi, chers amis, on va arriver bientôt au terme de cette émission. J'ai parlé à plusieurs reprises, il ne m'a jamais fait état de quelque chose comme ça. Vous êtes toujours en contact avec lui ? Oui, je suis toujours en contact avec lui. Mais c'est un ami, Éric, depuis de longue date. La campagne présidentielle a été quelque chose d'un peu... Vous pourriez refaire des choses ensemble ? Je continue à le voir, je continue à parler. On a déjeuné ensemble il y a à peu près 3 semaines. C'est quelqu'un avec qui... Il est influencé par qui aujourd'hui, Éric Zemmour ? Il est influencé par les gens qui sont autour de lui, c'est-à-dire par Sarah Knafo, l'échec de la campagne n'a pas remis un peu en cause l'entourage, parce que échec égale remise en cause de la stratégie de l'entourage égale remise en cause de l'entourage. Guillaume Pelletier, Nicolas Bay sont des gens qui ont de l'influence sur lui ? Oui, bien sûr. Et c'est quelqu'un qui, mais... encore une fois, après la campagne, je ne sais plus ce qui s'est passé, parce que justement, moi, j'aurais pu rester chez Reconquête, et j'aurais pu rester comme cadre de Reconquête. Mais je me suis dit, c'est quoi le plus intéressant pour nos idées ? Est-ce que c'est d'être le énième cadre d'un parti, ou est-ce que c'est d'avoir une place médiatique pour continuer à défendre les convictions auxquelles je crois avant la campagne d'Éric Zemmour ? Et vous vous êtes dit, c'est Pascal Pro. C'est pas possible de faire les deux ? Non, parce que vous êtes dans le temps de parole après, c'est pas possible. Donc est-ce que vous... On arrive bientôt, en 2027, juste la dernière question. Allez, dernière de Mike, mais après j'aimerais voir Jean Messia président. Déjà, ils veulent voir en campagne. Je sais pas. Écoutez, il veut un boulot avec vous. On va arriver. Candidat en 2027, ça pourrait être envisageable pour lui répondre ou pas ? Rien n'est exclu, ce que je vous disais. On arrive. Alors, on peut l'applaudir pour en tout cas cette franchise.
On arrive bientôt au terme de cette émission. Comment vous voyez dans les prochaines semaines cette situation politique évoluer, Jean Messia? Parce que là, on est quand même dans une séquence pour le moins tendue quand même. Moi, je pense que le pays se braque, la situation politique est bloquée. Je ne vois pas comment ça peut se débloquer, étant donné que politiquement, la représentation nationale est fracturée, parce que, en fait, il y a eu une illusion d'optique au début du mandat. C'est-à-dire qu'on s'est dit, le Parlement fonctionne, en fait. Ils ont voté tout un tas de textes de loi. Sauf que quand il s'est agi de dépenser plus, là, évidemment, l'ERN, LFI et les macronistes qui proposaient les différents boucliers, ils n'allaient pas aller à l'encontre, chacun pour une raison différente, mais tous allaient dans le même sens. Dès lors qu'il va commencer à y avoir soit des projets de loi pour faire des économies comme le projet de loi de la retraite, soit sur des sujets qui sont potentiellement inflammables, comme l'immigration par exemple, je ne vois pas comment ils arriveront à dégager une majorité au Parlement dans ces conditions-là. Donc je crains que le mandat d'Emmanuel Macron, sauf événement imprévu qui puisse le débloquer, je ne vois pas comment. La suite est très inquiétante. Je ne sais pas comment en sortir. Vous ne voyez pas un homme providentiel ou une femme providentielle apparaître dans l'opposition Je ne la vois pas. Mais en 2027 en 2027... faut que ça soit avant les gars. Faut que ça soit avant les gars, je vous en supplie. Ouais. Bon, en tout cas, avant de clore cette émission, eh bien, écoutez, c'est la séquence caricature d'Ignace qui a été particulièrement productive pendant ce second débat. Alors, tout d'abord, c'est la tienne, Greg Tabibian, bossé... Je suis alcoolique, je suis millionnaire, attention. Attention, bossé jusqu'à 64 ans, ça donne soif. Ah voilà, c'était alcoolique, bravo. Ça, c'est pour toi. Bertrand Schoeller interpelle LR et l'Assemblée pour qu'il soit au cœur de nos préoccupations, un cœur qui bat très fort le pavé contre la réforme des retraites. Voilà pour toi, Bertrand. Myriam Palomba et la réforme des retraites. Si à 46 ans, Macron n'entend pas le peuple, faut lui acheter un sonotone. Voilà pour toi. Mike Borowski, prêt à aller jusqu'à 64 ans, voire plus, pour faire échec à cette fichue réforme. Il est sage. Borne, profites-en tant qu'il en est encore temps. Tu as 62 ans, prends vite ta retraite. Ça, c'est pour un Français. Face à une forte majorité contre la réforme, je tyrannise, mais c'est pour votre bien. Emmanuel Macron avec un panneau, la réforme des retraites. Et enfin, les deux dernières, Macron complètement malade, j'ai 49.3, celle-là est bonne. Et enfin, Eric a une arme contre le 49.3, le pastis 51. Oui, c'est pas mal, je reconnais. On applaudit bien fort, Ignace. Bon, il nous reste plus qu'une minute, là je vois le décompte. Si vous aviez quand même une petite note d'espoir à nous suggérer, ce serait laquelle, Jean Messia? En dehors de votre retour donc, et de votre candidature prochaine en cas d'élection anticipée. Ça serait à la présidentielle, bien sûr. Deux phrases que j'affectionne beaucoup, deux citations que j'affectionne beaucoup du général de Gaulle. L'une qu'il a prononcée dans son célèbre discours du 11 novembre 1942 à l'Albert Hall de Londres, où il disait « Face à nos peines, il y a la plus grande gloire, la gloire des gens qui n'auront jamais cédé. » Et la deuxième, c'est que les combats qu'on est sûr de perdre sont ceux que l'on ne mène pas. Donc j'essaye de mener le combat. Et je terminerai par une note un peu plus, on va dire, pessimiste, mais qui n'annule pas l'optimisme des deux premières. C'est Monterland qui disait « Malheur au pays dont le roi est un enfant ». Oui. Qui parle beaucoup de pédagogie, d'ailleurs. Et qui parle beaucoup de pédagogie, ce qui est une manière aussi de considérer les Français comme des enfants. Merci beaucoup, Jean Messia, d'avoir accepté cette invitation. Merci à tous les sociétaires d'être restés aussi tard. Et bien sûr, à vous qui êtes de plus en plus nombreux à nous suivre tous les 15 jours sur TVL, sur cette chaîne YouTube qui a de plus en plus d'abonnés. D'ailleurs, likez nos émissions, partagez-les, et puis bien sûr, abonnez-vous. Merci à toute l'équipe que vous ne voyez pas, emmenée bien sûr par le réalisateur Raphaël Daudeville, qu'on peut applaudir. Merci à Marine, merci à Sébastien, merci à Mathilde, merci à Maxime et merci à Pierre Osson, sans oublier bien sûr Arnaud Soyer et Martial Bild. À dans 15 jours. Très bonne fin de soirée sur TVL. Bye bye.